L'Empire Rokshi, un État dans lequel le pouvoir suprême n'appartenait pas à l'empereur, mais était concentré entre les mains de 4 grandes familles. Chacun d'eux possédait des dons uniques et surnaturels. Mais un seul héritier par génération pouvait se voir attribuer un véritable talent. La famille Serdia accorda à Gervar la transformation, la vision, le souffle de Rodvik et le pouvoir de glace de Gibetsman. Ce sont ces capacités qui les élevèrent au titre de duc. Mais à chaque utilisation de ce pouvoir, une énergie toxique, appelée homme, s'accumulait dans leur corps. Une malédiction qui raccourcissait inexorablement leur vie, et cela provoqua d'indicibles souffrances. Une seule personne pouvait apporter du soulagement, une jeune fille nommée Retium. La seule personne au monde dotée du pouvoir de guérir. Mais son don devint aussi une condamnation. C'est lui qui la mena à la mort. Le cri de l'oncle résonna comme un coup de fouet. Il hurla, la supplia d'arrêter, mais elle courut comme une folle, sans se retourner. Sa voix furieuse résonna dans l'air. Des appels à l'arrêt de la jeune fille résonnèrent dans la foule, mais elle ne s'arrêta pas. Le corps maigre s'élança avec une force incroyable, inattendue pour une enfant fatiguée et épuisée. Personne ne la nourrit, personne n'eut pitié d'elle. Cette force intérieure jaillissait, comme un dernier élan de vie. Un petit enfant blond, pieds nus, les cheveux en bataille, courait vite. Laissant derrière elle les ténèbres du passé, elle se précipita en avant, s'accrochant à la seule pensée qui brûlait dans son esprit, comme un talisman, qu'elle ne retournerait plus jamais chez son oncle. Et elle priait le ciel pour que tout se termine en cauchemar. Elle ne voulait pas retourner dans cet enfer. Un désir brûlait dans son âme, la liberté. Et à chaque battement de cœur, une prière implorante vivait en elle, adressée au ciel. S'il existait une puissance qui entendait, qu'elle sauve. Après la mort de sa mère, sa vie devint un cauchemar sans fin. Son oncle, sans hésiter, la vendit au marché aux esclaves. Les 10 dernières années avaient été un enfer pour elle. Au milieu de l'agitation du bazar, les cris des vendeurs perçaient l'air. Une esclave pour rien, jeune, soumise, prête à être prise. Non loin de là, vêtue de vêtements sales et déchirés, se tenait une jeune femme épuisée, le regard éteint. Voyant son expression indifférente, l'homme se tordit de rage. Sans se retenir, il la gifla. Le traitant de petit monstre paresseux, il lui ordonna avec mépris de rendre son visage plus mignon, sinon personne ne l'achèterait. Et soudain, quelqu'un dans la foule s'arrêta. L'homme, habillé avec luxe et élégance, détourna le regard avec dégoût. Il dit avoir entraîné l'enfant dans un tel trou. Sa voix lui faisait mal aussi, mais pas autant que le coup. Mais il y avait quelque chose dans sa silhouette, dans le geste confiant qui lui tendait la main. Elle, allongée sur le sol froid, le regardait avec de grands yeux. L'enfant tendit la main tremblante vers sa paume. Elle croyait qu'en la touchant, elle serait enfin heureuse. Mais tout ne se passa pas comme elle l'avait rêvé. Elle nomma Agnès, l'homme qui semblait être son sauveur, et l'appela affectueusement Retium, son bien-aimé. Mais derrière ces mots doux se cachait le plus cruel des pièges. Il l'avait trompée comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Complètement, jusqu'au plus profond de son âme. Après avoir conduit la jeune fille dans sa luxueuse demeure, il lui assigna une chambre séparée. Il s'assit à côté d'elle, et lui touchant l'épaule, lui ordonna d'une voix douce de fermer les yeux. « Concentrez-vous. Imaginez son corps purifié. L'énergie sombre s'en va jusqu'à ce que l'énergie du duc soit complètement pure. » Agnès ne comprenait pas exactement ce qu'elle était censée faire, ni comment fonctionnait son pouvoir. Mais soudain, ce fut comme si un nœud intérieur s'était brisé. Elle ressentit une douleur atroce. Elle hurla, le supplia d'arrêter, le cœur serré de douleur. Mais il ne fit que lui serrer la main plus fort, lui assurant qu'elle faisait tout correctement. Homme avait bel et bien quitté son corps, et elle devait continuer. Après tout, c'était pour cela qu'elle était née. Il était inutile de plaider. Le duc Gervar n'entendait que sa propre soif de purification. Il ne s'intéressait pas à sa douleur, seulement au pouvoir de Retium. Il absorbait avidement ce pouvoir jusqu'à la dernière goutte, tel un prédateur qui arrache la vie à sa proie. Et chaque fois qu'il le désirait,
Elle devait obéir, sans avoir le droit de refuser. Et bien que la jeune fille ait tenté de s'échapper à plusieurs reprises, elle était toujours retrouvée et renvoyée dans la chambre de souffrance. Avec le temps, même l'illusion de bonté disparut. 10 années interminables s'écoulèrent ainsi. Chaque jour la vidait de ses forces, comme une goutte d'eau s'écoulant d'un vase d'argile. Elle s'estompa lentement, inévitablement. Et la mort semblait marcher à côté, prête à tendre la main. Mais même dans le dernier écho de la souffrance, elle suppliait. Si Dieu existait, si au moins une puissance supérieure l'entendait, elle priait pour être libérée de la douleur. Car la jeune fille n'était plus capable de la supporter. Ouvrant les yeux, elle crut un instant se retrouver dans l'au-delà. Mais si c'était le cas, ce ne semblait pas aussi effrayant qu'elle l'avait imaginé. Son corps ne lui faisait pas mal. Tout était calme, tranquille, presque douillet. En levant la main, la jeune fille sentit légèreté et douceur. Et c'est seulement alors qu'elle remarqua que les mains étaient celles d'enfant. Elle se leva et regarda autour d'elle. La pièce lui semblait étrangement familière. Petite, pas encore détruite par la douleur et l'esclavage. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. La femme indignée accusa la jeune fille d'avoir dormi trop longtemps. Elle lui rappela que personne n'avait d'affaires avant la mort de sa mère, et qu'il fallait préparer le petit déjeuner. L'esclave devait donc se dépêcher. L'enfant confuse ne comprenait pas ce qui se disait. Elle se tourna alors vers sa tante pour lui demander d'expliquer ce qui était arrivé à sa mère. Mais elle confirma hardiment le décès, et admit avec indifférence que la mémoire de sa nièce ne pouvait même pas recréer les événements de la veille. La fillette, sous le choc, n'arrivait pas à croire que sa mère était partie. Elle était morte, à seulement 7 ans. L'enfant, tremblante d'angoisse, pensait que tout cela n'était qu'un rêve. Mais elle se souvenait très bien de son dernier souffle. Réaliser qu'elle était revenue à l'époque où elle avait rencontré le duc Gervais la tourmentait. Elle jeta brusquement la couverture et s'enfuit. La femme était stupéfaite, ne comprenant pas ce qui avait poussé sa nièce à agir de manière aussi inattendue et précipitée. La jeune fille blonde se souvenait comment son oncle l'avait vendue au marché aux esclaves. Et elle craignait que si le duc la retrouvait, le passé ne se répète. Ses jambes emportaient l'enfant de plus en plus loin de chez elle. Mais cette fois, elle voulait échapper à la douleur qui la hantait auparavant à cause de lui. Son oncle la suivit pour tenter de la rattraper. Alors qu'elle tournait au coin d'une maison, la fugitive percuta quelqu'un et s'écrasa à terre. Essuyant la sueur de son front et s'excusant, elle leva ses grands yeux bleus. Soudain, elle se figea, surprise. Devant elle se tenait un homme soigneusement habillé, aux cheveux noirs comme la nuit, ce qui contrastait avec son regard calme et en même temps inébranlable. Il resta immobile, contemplant silencieusement la fillette. Soudain, un pas brusque retentit derrière lui, et un autre homme saisit l'enfant par les épaules. Elle se mit à crier fort. Le chevalier qui la tenait demanda au seigneur de vérifier ses poches pour s'assurer que l'étranger n'avait rien volé. Mais l'homme lui assura que tout était en ordre et ordonna de libérer l'enfant. À ce moment-là, la voix de l'oncle retentit, qui, essoufflé, accourut et réclama la fille. Outré qu'il ne prévoit de la vendre que le lendemain, elle s'enfuit. Le monsieur regarda la petite enfant sans défense avec surprise, ne comprenant pas les intentions de son oncle. Se penchant, il lui demanda calmement son âge. Le subordonné qui tenait l'enfant la rassura doucement de ne pas avoir peur. D'une voix tremblante, la fugitive répondit qu'elle avait 7 ans. En la regardant, le duc remarqua que la fille avait l'air très fragile et très petite, pas plus de 5 ans, bien qu'elle en ait 7. Elle avait 2 ans de moins que Théo, et l'homme espérait qu'elle serait facile à vivre. Il lui suggéra de l'accompagner. Il lui tendit la main. Et si l'étrangère le voulait, il était prêt à la prendre. Elle resta là, confuse, n'ayant vraiment pas le choix. L'assistant, observant, se contenta de hausser les épaules. Son maître était redevenu lui-même. La jeune fille savait qu'un refus signifiait un retour immédiat chez son oncle. Qui la vendrait à nouveau au marché aux esclaves et échapperait ainsi à la souffrance serait impossible. Les souvenirs de l'ancien duc envahissaient son esprit, et la pensée de la mort lui semblait moins effrayante que l'avenir. Le cœur de l'enfant se serra de peur, et, gênée, elle demanda doucement. Elle avait peur que son mari soit cruel envers elle. Et elle ne savait pas si elle pourrait dire un mot pour y mettre fin, si la douleur devenait insupportable. En entendant cette question posée avec douceur, le duc se figea.
L'impression était si forte qu'il en oublia même de respirer un instant. Son regard, sévère et inébranlable, s'arrêta sur son oncle. Soudain, il ne vit plus en lui le parent de l'enfant, mais celui qui lui avait délibérément causé de la douleur. Le gardien capta ce regard impitoyable. Quelque chose au fond de lui se crispa et la peur traversa son visage, le forçant à reculer involontairement. Le duc prit la jeune fille dans ses bras avec une sollicitude qui n'était pas un signe de force, mais de protection. Il y avait quelque chose de plus dans cette promesse silencieuse, plus que simplement pour éviter de l'offenser. Elle le regarda avec une confiance qui ne demandait pas de mots, et retenant son souffle, elle inclina la tête à peine perceptiblement. Il y avait un accord dans cette soumission silencieuse. C'était comme si la jeune fille fugueuse acceptait non seulement sa proposition, mais aussi son propre destin, qui avait alors inévitablement changé. La décision n'était plus verbale, elle se fit. Le duc fit un léger signe de tête à Jed, lui confiant la suite des choses. Sans avoir besoin d'explication, il s'attela à sa mission avec calme et assurance, comme si tout se déroulait selon un plan établi de longue date. Alors que le monsieur et l'enfant s'éloignaient, son oncle accourut, rempli d'indignation. Sa colère était forte et incontrôlable, il cria, incapable de trouver les mots. Le duc n'avait aucune intention de réagir à un tel tourbillon d'émotions. Mais Jed, saisissant l'occasion, s'approcha et, résolument, arrêta l'homme en posant une main sur son épaule. L'oncle était sur le point de résister, mais il se figea soudain. Son regard trahissait la peur. Quelque chose dans la posture du chevalier lui fit perdre confiance. La voiture roulait doucement sur la route, laissant derrière elle des nuages de poussière et les turbulences du passé. Le duc était assis en silence face à la jeune fille. Elle semblait toute petite, confuse et silencieuse. Comme un lapro qui s'est éloigné de la meute et s'est perdu dans la boue. Il voulait dire quelque chose, mais pour une raison inconnue, les mots ne venaient pas. C'était trop compliqué et trop soudain. Mais elle parla la première. Sa voix était douce mais assurée. L'enfant demanda s'il était vraiment dû. Et sans attendre de réponse, elle énuméra les familles possibles. Serdia, Rodvik, Dubetsman. Cette liste le fit hausser les sourcils de surprise. L'homme lui demanda comment elle était arrivée à une telle conclusion. Le fugitif expliqua simplement que ses vêtements étaient trop élégants et le tissu cher. Elle savait aussi que seuls les membres des 4 familles les plus âgées possédaient ce don. À en juger par l'amas d'hommes qui tourbillonnait autour de lui, elle devina facilement qu'il était l'un d'eux. Son jugement et sa précision étaient impressionnants. Le duc, en l'écoutant, remarqua mentalement que malgré son jeune âge, l'enfant était étonnamment intelligent. Il avait cependant le sentiment qu'elle avait volontairement omis l'un des noms de famille, le Gerver. Ce ne pouvait être un hasard. Il écouta son raisonnement en silence et confirma son appartenance à la famille Rodwick. Sans s'attarder sur les formalités, il révéla son nom, Rodwick Blake. La jeune fille pâlit. Son nom parlait de lui-même. Sa famille avait une sinistre réputation dans l'Empire. Des assassins qui, selon la légende, pouvaient contrôler la respiration des autres. Et elle se souvenait des rumeurs. Le nom de Blake sonnait comme un signe avant-coureur de menace. Il était décrit comme quelqu'un de sang-froid et impitoyable. Dans ses souvenirs, les Rodwick et les Gerver étaient identiques. 2 branches du même arbre, profondément empoisonnées par le pouvoir. Elle sut alors qu'elle devait se montrer prudente. La moindre erreur et il découvrirait qui elle était vraiment. Et cela ne pouvait pas arriver. Son nom, son sang, son lien avec Retium devaient rester secrets. L'enfant commença à frotter ses yeux fatigués. La matinée s'était avérée trop mouvementée, et le sommeil l'enveloppa peu à peu comme une couverture chaude. Ses lourdes paupières, collées l'une à l'autre, ne résistèrent pas à la lutte, et, appuyant sa tête contre la paroi froide du wagon, elle sombra bientôt dans un profond sommeil. Pendant ce temps, le duc était perdu dans ses pensées, essayant de démêler les fils de conjecture qui tournaient dans sa tête. Il remarqua que les cheveux de la fille étaient inhabituellement clairs. C'était comme si une lumière les traversait, comme si elle cachait quelque chose de spécial à l'intérieur.
L'espoir lui traversa l'esprit. L'enfant leur apprendrait, à lui et à Théo, quelque chose d'important. Et une véritable amitié naîtrait entre eux. Dans son rêve, elle entendit à nouveau l'écho de pas, froid, dur et impitoyable, brisant le silence du cachot où elle se trouvait autrefois. Au début, elle crut qu'il s'agissait du duc Gervais. Mais cette image se dissipa rapidement. À la place, deux hommes apparurent, se disputant. L'un d'eux a insisté pour le prendre. L'autre a refusé, affirmant que cela ne servait à rien, tous les objets de valeur ayant déjà été démantelés. Ouvrant la porte du cachot, l'un d'eux traita son compagnon d'idiot avec mépris et lui expliqua que le duc avait disparu à la guerre. Alors il prenait tout ce qu'il pouvait. Les hommes connaissaient ses véritables origines Rotium. L'un d'eux lui assura froidement que pour une telle proie, elle n'aurait pas à attendre longtemps une généreuse récompense. Elle était terrifiée à l'idée d'être vendue aux mains d'un autre tyran. Le terrible passé se répéterait, et la liberté ne resterait qu'un rêve. La fille toussa et du sang jaillit. Voyant cela, les hommes prirent peur et craignirent d'attraper une sorte de choléra. Un autre lui a formellement interdit d'entrer dans le donjon, exprimant des inquiétudes quant à la possibilité d'une infection. C'est pourquoi ils décidèrent de ne pas prendre de risques. La captive, s'en rendant compte, se sentit soulagée. Elle voulait qu'ils aient peur d'elle et la laissent tranquille. Soudain, leur chemin fut interrompu par une invisible rafale de vent frais qui balayait les espaces étroits. Elle semblait emporter avec elle les ombres du passé. L'air était empli de la présence dense d'hommes. Ils étaient si nombreux qu'une douleur indicible transperça le cœur de la jeune fille. Aux voix étouffées qui résonnaient autour d'elle, elle comprit. Il s'agissait d'autres personnes douées, peut-être celles qui étaient venues après elle. Malgré la violence des souvenirs qui lui brûlaient l'âme, l'enfant ne put retenir ses larmes dans son sommeil. Le duc en essuya doucement une, mais il continuait de couler, comme un fleuve sans fin. Il la regarda, incapable de comprendre quel fardeau du passé cette jeune fille fragile portait. Lorsque l'enfant ouvrit les yeux, son regard tomba immédiatement sur un immense lustre doré, qui était parsemé de lumière au-dessus de sa tête, comme des étoiles dans le ciel nocturne. Elle resta figée un instant, ne comprenant pas où elle se trouvait. La chambre spacieuse, le lit moelleux, le luxe. Tout semblait si loin de l'ordinaire. Son esprit refusait d'accepter la réalité. Soudain, une silhouette apparut au-dessus d'elle, une jeune fille charmante. Elle se pencha vers la fillette et lui sourit doucement et chaleureusement. Surprise et confuse, l'enfant poussa un cri de peur, cherchant à comprendre qui elle était. La servante, qui se présenta comme Anna, expliqua que la petite fille était venue au domaine Rodwick. En entendant cela, l'enfant n'y crut pas au premier abord. Il lui semblait impossible de se trouver dans un lieu appartenant à l'une des familles les plus puissantes de l'Empire. L'embarras se transforma rapidement en anxiété. Elle sauta soudain du canapé comme si elle s'était brûlée, et commença à s'excuser avec ferveur, se qualifiant d'esclave misérable, qui avait sali les meubles du duc. Anna regardait, sous le choc. Elle se souvenait des paroles de Jed concernant la jeune fille qui avait failli être vendue au marché aux esclaves. Mais elle ne pouvait imaginer une enfant se mépriser autant. Ce qu'elle avait dû affronter devait être plus terrible que quiconque aurait pu l'imaginer. Le silence fut soudain rompu par le léger gargouillement de l'estomac de la jeune fille, rappel incessant de sa faim. La servante sourit doucement. Elle lui caressa tendrement la tête, lui faisant gentiment remarquer que quelqu'un avait visiblement faim. Anna promit alors d'apporter quelque chose à manger, et lui conseilla gentiment de se reposer un peu. La jeune fille acquiesça légèrement en guise de réponse. Pour la première fois depuis longtemps, l'attention ne semblait pas être un piège ni une menace pour l'enfant sans défense. Au contraire, elle semblait chaleureuse et sincère. Dès que la porte se referma derrière l'assistante, la jeune fille aux cheveux blancs grimaça. Elle pensa amèrement qu'elle avait encore tout gâché. Elle s'endormit plus tôt que les autres, abîmant le canapé, qui appartenait probablement au duc lui-même. Des pensées dérangeantes tourbillonnèrent dans sa tête. Elle devait se ressaisir, agir avec prudence et discrétion pour ne pas éveiller les soupçons ni susciter l'hostilité. Sinon, elle risquait d'être tout simplement expulsée. Et puis le duc Gervais retrouverait la jeune fille. La querelle entre Gervais et la famille Rodwick durait depuis longtemps, et cet endroit pourrait lui servir de refuge temporaire. Du moins, jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour prendre soin d'elle-même. Elle a commencé à compter sur ses doigts, environ 14 ans de plus, et alors peut-être pourrait-elle trouver un travail.
Si seulement elle pouvait rester. Si seulement elle pouvait en rester. Si seulement elle pouvait endurer. Soudain, l'enfant remarqua des pieds. Au début, elle ne comprit pas ce qui se passait, jusqu'à ce qu'un garçon à l'expression froide et mécontente apparaisse devant elle. Sa posture et son regard respiraient l'arrogance, et elle comprit sa comparaison insultante. C'était comme si son père avait recueilli une autre fille sans abri. La fille aux cheveux blancs était stupéfaite. Malgré son jeune âge, le garçon dégageait une concentration d'homme inhabituellement élevée. Elle sentait l'air autour de lui se tendre, s'épaissir. S'il possédait vraiment le don ancestral de Rodwick, Theo Rodwick se tenait devant elle. Un enfant dont la force était probablement devenue un fardeau. Il avait dû souffrir profondément et constamment. Cet enfant n'avait aucun droit à la compassion. Cela ne la regardait pas. Il était même impossible de supposer qu'elle puisse être Retium. Le moindre indice, et ce serait fini. Anna entra dans la pièce. Voyant le garçon, elle s'arrêta, surprise par son apparition inattendue. Son regard inquiet glissa sur lui, interrogateur. Avait-il encore utilisé la force? Theo la regarda par-dessous son front, avec ce mépris particulier que seuls ceux qui avaient connu le pouvoir dès l'enfance pouvaient se permettre. Son regard indiquait clairement qu'elle n'avait pas le droit de lui faire la leçon, car elle n'était pas de ceux qu'il considérait comme une autorité. Anna baissa les yeux et s'excusa doucement. Cependant, le garçon soupira et, d'un geste de la main, fit clairement comprendre qu'il ne voulait plus rien entendre. Jetant un dernier regard froid à la fille, il remarqua qu'elle avait besoin d'être lavée. Elle puait. Et sans se retourner, il quitta la pièce. L'enfant resta immobile, stupéfaite par l'attention qu'elle recevait. La servante, comme si de rien n'était, lui sourit doucement et lui suggéra de prendre un bain, et puis un bon repas. Sa voix était douce, presque chantante. Et dans cette simple inquiétude, il y avait quelque chose d'étonnant, quelque chose que la jeune fille n'avait pas ressenti depuis longtemps. Après le bain, la pièce était baignée de lumière et de joie. Anna était aux anges. Devant elle était assise une jeune fille blonde et propre. Le regard troublé, tel un véritable ange, elle la serra tendrement dans ses bras, regardant l'enfant, et se demanda comment une telle beauté pouvait rester cachée au monde. L'assistante lui murmurait des mots affectueux, admirait son apparence, la trouvait mignonne, et lui assurait à maintes reprises que la jeune fille était une vraie beauté. Pour l'enfant, ces mots semblaient presque irréels. Auparavant, elle avait l'habitude d'entendre des choses différentes, qu'elle était sale, malodorante et indésirable. Mais tout a changé, et une conviction sourde et incertaine a commencé à grandir dans son esprit. Peut-être avait-elle une certaine valeur. Soudain, la porte s'ouvrit et Jed et le majordome entrèrent dans la pièce. Le chevalier s'enquit à voix haute de l'enfant que le duc avait amené, et jetant un coup d'œil au lit, il commença à faire semblant de ne rien remarquer. Comme s'il fouillait toute la pièce à la recherche de quelqu'un. Son côté espiègle a surpris les filles. Anna n'a pas pu retenir son rire. Elle a vraiment apprécié la scène. Quand Jed croisa enfin le regard de la jeune fille, il se pencha légèrement. Il toucha son front et s'exclama avec un sourire qu'elle était dans la pièce. Il y avait une joie sincère dans sa voix. Sous la poussière et la peur se cachait une petite dame, et il n'était pas étonnant qu'elle soit méconnaissable. Le majordome réservé s'inclina brièvement et se présenta comme un domestique de la maison Rodwick. Ses paroles étaient solennelles. Il apportait un message de la part de sa seigneurie le duc. Le maître souhaitait savoir si la jeune femme avait un nom. Dans le cas contraire, il était prêt à lui en donner un nouveau. La fille baissa la tête. Les mots qu'on l'avait autrefois appelés, enfant et parasite, lui revinrent à l'esprit. Ni sa mère ni son oncle ne l'avaient jamais qualifiée d'humaine. Plus tard, après être entrée en possession du duc Herbert, on lui donna un autre nom, Agnès. Mais elle ne voulait plus le porter. Agnès appartenait à un passé qu'il valait mieux oublier. D'une voix douce, presque inaudible, elle avoua qu'elle n'avait pas de nom. Le majordome hocha la tête et dit qu'il transmettrait la question à sa grâce. La question devait être résolue. Jed se tenait à proximité, pour qui l'idée semblait particulièrement symbolique. Un nouveau nom, une nouvelle vie. C'était une véritable chance pour l'enfant de prendre un nouveau départ. Anna l'a soutenue. Elle expliqua que la plupart des habitants du domaine avaient reçu leur nom du duc, comme une sorte de cadeau,
signe du début d'un nouveau chemin. C'était une façon de tourner la page. La servante demanda gentiment à la jeune fille si elle était prête à commencer une nouvelle vie. L'enfant aux cheveux blancs la regardait en silence, les yeux grands ouverts, dans lesquels tremblait la confusion et résonnait une ombre d'incrédulité. La réponse ne quitta pas ses lèvres, elle se figea dans un silence. C'était la frontière entre ce qui s'était passé alors et ce qui allait arriver. Une nuit calme était tombée. Dans son bureau, le duc Blake était assis à son bureau. Tout était plongé dans le silence et la semi-obscurité habituelle. Jed se tenait à proximité et racontait les événements de la journée. Il remarqua en souriant qu'après le bain, la fille était devenue presque un véritable ange. Il demanda au duc s'il pouvait lui choisir un bon prénom. Le duc hocha simplement la tête, son consentement étant tacite mais définitif. Le chevalier lui remit les papiers. Blake les parcourut attentivement. Le chevalier réussit à apprendre quelque chose sur son oncle, mais le seigneur lui ordonna de poursuivre son enquête. L'assistant a noté avec prudence que le comportement de l'homme qui s'occupait de la jeune fille dépassait largement les limites de ce qui était acceptable. Pour sa sécurité, la situation ne peut être ignorée. Ces mots ont été prononcés avec retenue, mais avec un appel clair à l'action. Le duc n'apprécia pas cela. Son regard s'assombrit, une ombre de mécontentement passa sur son visage. Probablement à cause de la nécessité d'intervenir, mais il ne protesta pas. Blake s'arrêta sur l'une des phrases et demanda avec une légère irritation. Sa signification exacte dépassait tout cadre acceptable. Puis, avec un soupir méprisant, il fit une remarque amère sur le genre de héros qui avait entrepris d'élever un enfant. Jed se contenta de soupirer, contenant à peine son indignation. Et il répondit calmement qu'il ne parlerait pas d'éducation. D'après ce qu'il avait pu savoir, la mère de la fille l'avait mise au monde presque dans la rue. Désespérée, elle se tourna vers son frère, un homme nommé Timber, pour obtenir de l'aide. Il accepta de les héberger, mais la situation a rapidement dégénéré. L'état mental de la mère l'empêchait de s'occuper de l'enfant. Peu à peu, toutes les responsabilités retombèrent sur les épaules de Timber. Le chevalier rapporta que prendre soin de cet homme était comme survivre à la limite. Il donna à la jeune fille juste assez pour la préserver de la faim. Et, selon lui, il commença même plus tard à la louer à des mendiants. On dit qu'un enfant au regard empreint de pitié contribuait à la force de persuasion de l'image, augmentant ainsi les profits. Lorsque la fille grandit, on lui confia les tâches ménagères. Jed a noté avec amertume qu'après la disparition des coqs, les matins des voisins étaient accompagnés des cris d'un enfant battu, aigu, perçant et impitoyable. Un jour, Anna m'a dit que la jeune fille refusait de s'asseoir sur le canapé parce qu'elle croyait que les misérables esclaves n'avaient pas le droit de le faire. Avec une triste certitude, l'assistant a ajouté « Lieda, ces mots sont un programme cruel, martelé dans la tête par des années d'éducation inhumaine. » Le duc, relisant un autre document, ne put s'empêcher de repenser à l'histoire de la terrible enfance de la jeune fille. Son regard se posa sur le stylo qu'il tenait à la main. Une angoisse le traversa. Sa propriété risquait de se transformer en piège pour l'enfant. Pas plus terrible que l'enfer dont elle avait été sauvée. Cependant, la main signa fermement. Après avoir plié le document en une lettre, il ordonna qu'elle soit remise à l'enfant le lendemain matin. Précisant avec rigueur que personne n'avait osé l'ouvrir jusque-là, Jed demanda prudemment si c'était un prénom de fille. Le duc confirma que le nom serait annoncé le lendemain matin. Si la jeune fille ne parvenait pas à le lire, les assistants choisiraient eux-mêmes un prénom approprié. Le chevalier fut très surpris. Après tout, compte tenu des circonstances de sa vie, il est peu probable que la jeune fille ait appris à lire. Blake croisa les bras, regarda pensivement l'obscurité par la fenêtre et admit discrètement que Jed avait raison. Mais il ajouta que la fille était inhabituelle. Se souvenant de leur première conversation dans la voiture, elle demanda alors ce qui allait arriver à son oncle. L'homme lui assura qu'il ne la dérangerait plus jamais. Mais même là, elle ne parvint pas à se calmer. Sa voix tremblait d'anxiété
et ses pensées étaient bien plus profondes que celles d'un enfant. Elle suggéra que son oncle était peut-être mort. Il était étonné qu'une si jeune enfant comprenne ce qu'était la mort. Son explication simple, presque adulte, selon laquelle la mort signifiait la fin de tout. Le duc garda un silence pensif. À cet instant, il comprit clairement qu'elle ne pensait pas comme une enfant. Il y avait dans ses paroles un écho d'expérience qui n'aurait pas dû être présent à son âge. Mais Blake ne changea pas d'avis. Malgré ses doutes, il ordonna fermement que tout se passe comme il l'avait ordonné. Il se tourna alors vers Jed avec une nouvelle mission: rendre visite à l'oncle de la jeune fille. Le duc réalisa qu'il était obsédé par l'argent. Il a ajouté qu'il ne pourrait plus travailler. Il a donc ordonné qu'il reçoive une indemnisation complète, sans aucun doute sur le caractère irréversible de la rupture. L'assistant accepta la commande sans objection et partit immédiatement. À partir de ce moment, la jeune fille appartint à la famille Rodwick. Dans une petite pièce douillette, la jeune fille se reposait auprès d'Anna. Mais même en paix, ses pensées ne la quittaient pas. Elle s'attendait à ce que la vie dans la propriété d'un meurtrier notoire soit un cauchemar. Mais, au lieu de cela, tout semblait paisible et paisible. Elle a même été autorisée à dormir dans un vrai lit, un cadeau auquel l'enfant ne s'attendait pas, et s'est enveloppée dans une couverture douce. Elle réalisa avec une agréable surprise qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi sur un truc pareil. Peut-être 100 ans auparavant, plaisanta-t-elle intérieurement. Cette nuit s'éternisa. La jeune fille ne dormait pas. Elle somnolait à peine, lorsqu'elle sentit soudain le regard posé sur elle. Ouvrant ses grands yeux bleus, elle aperçut Théo à la fenêtre. Son regard était si silencieux qu'elle ne se souvenait plus exactement comment il était entré. Bien que consciente, la femme blonde n'entendit ni bruit de pas ni bruissement. Ce silence la frappa profondément. L'homme la regarda silencieusement d'un regard pénétrant et lourd. Puis, avec une légère moquerie, il s'adressa à elle, la traitant de chiot. Elle le regarda avec surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi il l'appelait ainsi. Théo, sans changer de ton, répondit que ses cheveux ressemblaient à ceux d'un chien. La jeune fille haussa les épaules et regarda avec indifférence ses mèches blondes dans l'obscurité. Des cheveux, rien de spécial, elle ne voyait rien. Théo s'approcha d'elle avec une curiosité soudaine, intrigué par son absence de peur. Soudain, il sortit un couteau de derrière son dos. Et il annonça froidement qu'il était le vrai Rodwick. Il plaça délicatement la lame contre le cou de l'enfant, lui rappelant qu'il pouvait lui ôter la vie s'il le voulait, mais si discrètement que personne ne le devinerait. Mais la jeune fille, le regardant dans les yeux, sentit le mensonge dans ses paroles. Elle savait que lorsque les surdoués étaient sur le point de tuer, leur aura s'embrasait d'un feu rouge. Il n'avait aucune trace d'une réelle menace. Cependant, le garçon ne cherchait pas seulement à l'intimider. Il voulait qu'elle ait peur de lui. Mais la blonde se mit aussitôt à la supplier de ne pas lui faire de mal. En l'observant, Théo remarqua qu'il n'y avait aucune trace de peur sur son visage. Elle semblait se moquer de lui, ce qui le fit douter, mais la raison l'emporta. Il renonça à se battre, ce n'était pas le moment de gaspiller son énergie en bêtises. Après tout, tôt ou tard, la blonde s'enfuirait, comme tous ceux que son père avait amenés au domaine. Se retournant, Théo alla à la fenêtre et dit froidement qu'il n'y aurait plus aucune trace d'elle le lendemain. La jeune fille lui demanda pourquoi il voulait la voir disparaître. Il se tenait sur le rebord de la fenêtre et la regarda dans les yeux. Il répondit froidement que c'était parce qu'il détestait les gens. Le lendemain matin, Anna allaitait le bébé, qui était assis tranquillement. Elle réfléchissait à la raison pour laquelle Théo détestait tant les gens. Elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait jamais entendu parler des autres familles auparavant. Et elle ignorait totalement qui était cet homme. Soudain, la voix de la servante résonna à nouveau dans la pièce. Elle répéta avec tendresse que la jeune fille était belle et extrêmement douce lorsqu'elle mangeait. Anna demandait sans cesse si l'enfant mangeait bien, et s'il en voulait encore. Mais l'enfant blond restait silencieux, sans dire un mot. Soudain, Jed apparut. Il avertit l'assistant de faire attention, pour que l'enfant ne s'étouffe pas avec le pain. Il la salua, et tenant une lettre à la main, annonça qu'il avait un nouveau nom pour la jeune fille. Elle prit l'enveloppe et la regarda avec curiosité. Elle lui a demandé si le nom était bien à l'intérieur. L'homme a confirmé que oui. Il a ajouté si elle souhaitait le connaître. Anna, se tournant vers Jed, demanda à voix basse. Est-il vrai que l'enfant ne recevra un nom que s'il peut le lire lui-même? Même pour une blague, cela semblait dur.
Le chevalier la rassura, lui assurant qu'il avait un nom prêt, parfaitement choisi. Le majordome, qui se tenait à proximité, réfléchissait tranquillement. Ce qui se passait réellement dans l'esprit de sa grâce n'était pas toujours clair. Ils attendaient tous avec impatience le moment décisif. Celui où l'enfant ouvrirait enfin la lettre et prononcerait son nouveau nom pour la première fois. Ouvrant l'enveloppe et en sortant la lettre, la jeune fille s'arrêta. La remarquant, elle dit qu'elle pensait qu'il y avait une erreur. Anna, surprise, demanda si elle ne savait vraiment pas lire. L'enfant répondit calmement que c'était simplement écrit Dewatwarish Rodwick Ewell sur le papier. La servante était stupéfaite. La jeune fille s'avéra être instruite. Jed, lui, avait imaginé avec assurance toute la soirée comment il l'appellerait Rosa. Mais les choses se passèrent différemment. Le majordome s'approcha. Il félicita solennellement la jeune fille pour son nouveau nom, puis il l'appela Madame Yue. Elle ne comprenait pas pourquoi on l'appelait ainsi. Son regard glissa sur les lignes de la lettre. La jeune fille n'arrivait pas à croire que ce nom lui était adressé, à Twarish Rodwick. Les pensées de l'enfant furent interrompues par la voix du duc. Avec une légère surprise, il remarqua que la pièce était bondée et se demanda si elle avait lu son nom. Tous les présents s'inclinèrent profondément devant l'hôte. Il regarda la jeune fille et lui dit gentiment qu'elle n'était pas un sale lapin. En réponse, Twarish fit remarquer discrètement que c'était grâce à Anna qui avait fait de son mieux. La servante, gênée, ne s'attribua aucun mérite, affirmant que ce n'était qu'une petite affaire, et le chevalier qui se tenait à proximité ne put cacher sa surprise. Il avait du mal à croire que le seigneur avait réellement conféré un nom de famille, celui de la maison de Rodwick, à l'enfant. Soudain la jeune fille leva prudemment les yeux, une question s'adressant au duc lui-même. Il haussa un sourcil de surprise, peu habitué à l'initiative des enfants. Sa voix était timide, mais ferme. Elle voulait savoir pourquoi Rodwick. L'homme lui demanda si elle n'aimait vraiment pas ce nom. Twarish, serrant la lettre contre sa poitrine, murmura quelque chose d'indistinct. Mais, au fond d'elle, elle savait une chose. Quel cadeau incroyable pour une jeune fille ordinaire de devenir non seulement une noble, mais d'appartenir à l'une des 4 grandes familles ducales. Mais peut-être y avait-il autre chose, quelque chose de bien plus insidieux, qui se cachait derrière tout cela. Elle n'était pas secourue, mais lentement attachée à une chaîne dorée. Une chaîne où, au lieu d'entrave, brillait le mot Yewa Famillo. Pour un enfant sans défense, cela sonnait non pas comme une promesse, mais comme une sentence. Il se disputait depuis toujours pour des questions familiales, quand son oncle l'abattait. Les voisins n'intervenaient pas, car ils étaient de la famille. Même Gervais disait qu'ils étaient avant tout une famille. Pour la jeune fille, la famille était synonyme d'esclavage, une chaîne qui la liait depuis l'enfance. Et Blake Rodwick semblait comme tout le monde. Toutes ses pensées anxieuses furent interrompues par la voix douce, mais autoritaire du duc. Il appela Twarish par son nom. Son ton exprimait une inquiétude non dissimulée. Remarquant que l'enfant était devenu pâle, Blake lui demanda prudemment comment elle se sentait, ajoutant que si elle n'aimait pas le prénom, mais avant que le duc ait pu terminer sa phrase, la jeune fille fut soudain prise d'une crise de hoquet. Le spasme était si violent qu'elle ne put se contrôler, incapable de prononcer un mot. Blake l'observa silencieusement, mais attentivement. Puis il se pencha lentement et posa sa grande main chaude sur sa tête. Et d'une voix calme et assurée, il dit « Yaba, concentre-toi, calme-toi. » You, et à ce moment-là, le hoquet disparut. Son pouvoir, appliqué imperceptiblement, fonctionna instantanément. Les personnes présentes restèrent figées, silencieuses et stupéfaites. Le duc utilisa son pouvoir pour le bien de l'enfant qui hoquetait. Chacun comprenait parfaitement le prix d'une telle action. Chaque recours à la force lui arrachait inexorablement un morceau de vie, le poussant à franchir une limite, à ne pas franchir sans raison valable. Mais cette fois, il a fait un choix sans hésitation, sans s'arrêter un instant. C'est pourquoi Twarish s'inquiétait. Peut-être avait-il deviné qui elle était vraiment.
que l'enfant était Rotium. Dans une vie antérieure, lorsque le duc Gerver l'a reconnue comme une descendante de ce pouvoir, il avait répété à plusieurs reprises que seuls les Rotium possédaient le don de telles visions. Et puis, il ne pouvait pas simplement lui donner un nom de famille. Blake comprenait tout et voulait la quitter, l'enfermer dans cette cité, sous prétexte de se soucier d'elle. Mais il n'y avait aucun moyen de le prouver. Son retour dans le passé ne semblait rien changer, du moins pas encore. Il était trop tôt pour tirer des conclusions. Même si elle avait osé s'enfuir, les chances d'échapper à la poursuite de Gerver étaient trop minces, il la retrouverait toujours. Mais à cet instant précis, Tuarich leva la tête, et, presque à son insu, elle dit qu'elle aimait ce prénom. Le duc la prit délicatement dans ses bras. Son regard devint doux, presque paternel, et dans le silence qui s'installa entre eux, il murmura. À partir de ce moment, elle eut le droit de l'appeler père. La fille se figea, les yeux écarquillés de surprise, les lèvres légèrement tremblantes. Le mot même de Yeboah père Juo sonnait trop étrange, presque irréel. Comme s'il provenait de la vie de quelqu'un d'autre, d'une vie qui n'aurait jamais pu lui appartenir. Lorsque le duc retourna dans son bureau, Jed fit remarquer avec hésitation qu'il avait entendu parler de l'intention du duc d'adopter une fille. Blake haussa simplement les épaules, indiquant clairement qu'il n'y voyait aucun inconvénient. Mais le chevalier se contenta de soupirer lourdement. Se grattant la tête, il dit qu'il ne pensait pas que ce soit un problème. Mais les rumeurs allaient certainement se répandre, car la famille Rodwick n'avait jamais eu de problème avec ses héritiers. Et soudain, l'enfant d'un autre est amené au domaine. Les autres la surveilleront sans doute de près. Le duc se contenta d'un sourire froid. Il ne tenait pas compte d'une bande d'envieux bornés. Cependant, cela ne parvenait pas à le calmer complètement. Il s'inquiétait surtout pour Théo. Jed se souvenait qu'il chassait toujours tous les enfants amenés au domaine, mais cette fois, c'était sa sœur qui était en cause. Et cette situation a tout changé. Le chevalier se permit même d'imaginer le pire, mais il rejeta aussitôt cette hypothèse. Le garçon est incapable d'une chose pareille. Quoique. Le duc se leva de son bureau, enfila sa veste et soupira. Théo était le plus réservé de leur espèce. S'il voulait un jour fonder une famille, il n'irait pas loin avec une telle attitude. Il était sûr que l'apparence de Tuarich ne lui serait que bénéfique. En l'observant, Jed comprit qu'adopter un enfant ne se résumait pas à le protéger. Et pour quelqu'un comme Blake, c'était bien plus qu'un simple élan de compassion. Le chevalier avait le sentiment que c'était un choix qui pouvait tout les changer, même si personne ne savait ce qui l'attendait. Soudain, un des assistants fit irruption dans le bureau, haletant et le visage effrayé. Il annonça la terrible nouvelle. La jeune femme et le jeune maître avaient disparu. La nouvelle était si inattendue que même Blake, pourtant si calme, se figea. Jed devint blême, il y avait du mauvais dans l'air. Le ciel était clair, le soleil brillait de mille feux et les enfants marchaient sur un sentier étroit. Tuarich ne comprenait pas où on la menait. Elle supposa qu'il était en colère en découvrant son apparence de sœur. Saisissant sa chemise, la jeune fille s'adressa à lui comme s'il était son frère, et elle avoua que ses jambes lui faisaient mal. Alors elle demanda à repartir. Théo, revenant irrité, se mit à crier. Pourquoi l'appelait-elle Yeboah, frère Yeux, et pourquoi sa douleur ne le concernait-elle pas? La blonde insistait, car elle lui rappelait sa haine des gens, une haine qu'elle-même ressentait tout autant. Avec une certaine anxiété dans la voix, Tuarich avoua que ce qu'elle détestait le plus était la douleur qui la transperçait jusqu'au cœur. Un des assistants accourut et rapporta que le cheval du jeune maître avait été retrouvé près de la forêt maudite. Jed se demanda quel serait l'ordre suivant. Mais Blake le regarda avec fermeté. Ces actes n'avaient pas besoin d'explication. Les enfants devaient être rendus immédiatement. Le chevalier se rappela avec inquiétude qu'il était plus de 6 heures du soir. Encore un peu, et la forêt se refermerait, se transformant en un piège dont il serait impossible de s'échapper avant l'aube. Le duc, sans aucun doute, l'avait très bien compris. Il n'y avait donc pas de temps à perdre. Il était pressé, car Théo pouvait se protéger, mais pas la jeune fille. Elle avait besoin d'être sauvée. Jed laissa prudemment entendre que le maître pourrait devoir recourir à son pouvoir spécial. Mais l'homme a clairement fait comprendre que Tuarich faisait partie de la famille à ce moment-là. Par conséquent, la responsabilité de sa mort lui incombait. Le soleil disparaissait à l'horizon, et la forêt était enveloppée par le crépuscule.
La jeune fille raconta comment elle avait tenté de s'échapper à maintes reprises, comment elle a failli mourir une fois. Elle a prié, épuisée, jusqu'au bout. Et comment, semblait-il, sa prière a été véritablement entendue. La jeune fille à peine consciente fut retrouvée par d'autres personnes douées. Pour une raison inconnue, Théo apparut dans ses souvenirs, comme une image de protection ou d'espoir. Le garçon ne pouvait pas croire que les prières puissent faire une différence. Son cœur y était sourd. La simple pensée que Dieu puisse l'aider le mettait en colère. Lorsque Tuarich lui demanda ce qu'il avait demandé autrefois, il se rapprocha. Une tristesse amère apparut dans ses yeux, inhabituelle chez un enfant. Elle n'entendit aucune réponse. Seul le silence régna, épais comme l'ombre qui se cachait en lui. Le blond tendit la main et lui toucha les cheveux. Elle voulait le soutenir, elle voulait prier pour lui. Car elle croyait que si l'aide lui parvenait, peut-être ne lui manquerait-elle pas non plus. Mais Théo restait en retrait, réservé et obstiné. Son silence exprimait une certitude, rien ne pouvait l'aider, et personne. Tuarich le fixa du regard, sentant que la tension entre eux s'était un peu apaisée. Elle osa rompre le silence en lui parlant doucement. Constatant qu'il traversait effectivement la forêt, Théo se contenta de grommeler à contre-cœur et, grimaçant, dit qu'il la donnerait au monstre en guise de nourriture. La blonde s'emporta. Dans un accès de rage, elle attrapa le garçon par les cheveux. Elle serra les doigts, comme pour lui soutirer une explication. Sa voix tremblait. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Théo hurla en retour, essayant d'échapper à ses mains, mais c'était trop tard. Lorsqu'elle le lâcha, ses fins cheveux noirs tombèrent de ses doigts, laissant derrière eux un profond sentiment de culpabilité. Mais pas le sien, mais le sien. Soudain, un déclic se produisit en elle. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi elle devait s'excuser. Lui-même voulait sa mort. Les lèvres de l'enfant tremblaient tandis qu'elle, retenant son souffle, parlait avec douleur et espoir impuissant, comme si elle cherchait une réfutation. L'idée que le garçon souhaitait sa mort uniquement parce qu'ils avaient été frères et sœurs jusqu'à récemment semblait insupportable. Théo détourna le regard. Sa voix devint creuse, comme une cloche étouffée. Il ne voulait pas tuer, juste effrayer un peu. Mais la jeune fille n'entendit pas. Elle était déchirée par une autre vérité intérieure. Quelque chose semblait s'être brisé en elle. Des larmes brillèrent dans ses yeux, qu'elle n'eut aucune force pour retenir. Elle pleurait, confuse, amèrement, désespérée. Pour elle-même, pour sa vie, que personne ne considérait comme digne d'intérêt. L'enfant voulait seulement vivre, et ce n'était pas un crime. Théo s'agitait à côté d'elle, confus, ne comprenant pas ce qui s'était passé. Il essaya d'essuyer ses larmes, s'excusa, et l'appela Deowa Chiu. Mais la petite sanglotait encore plus fort. Elle croassa à travers ses larmes, refusant d'être appelée ainsi, car elle n'était pas lui. Sa voix était à peine audible, mais était imprégnée d'une dignité inébranlable. Pour la première fois, elle le toucha véritablement. Soudain, un vent froid souffla dans la forêt, rendant les enfants agités. Tuarich frissonna et attira l'attention du garçon sur le fait que l'arbre venait de bouger. La nuit tombait, et la forêt allait se refermer, enveloppant tout d'une épaisse obscurité. Dans l'ombre, les yeux rouges des monstres clignotaient, inspirant la peur. Le garçon lui serra fort la main, rassurant sa petite compagne que tout irait bien. Il annonça qu'il commencerait à courir à trois. Les grands yeux sans défense de la jeune fille croisèrent son regard déterminé. Et ils se précipitèrent brusquement vers lui, sans lâcher sa main. Soudain, un monstre gigantesque et terrifiant, la gueule grande ouverte, les attaqua dans l'obscurité. Théo concentra ses forces et vainquit instantanément l'ennemi. Tuarich avertit que plusieurs monstres se cachaient également derrière. Parmi eux, l'un d'eux était doté d'énormes crocs. Concentrant ses forces, le garçon se dressa sur leur chemin. Un à un, les monstres s'écrasèrent au sol avec un grand fracas. Théo s'agenouilla, épuisé. Il dit doucement que c'était fini. La jeune fille essaya de comprendre ce qui n'allait pas chez son frère. Il la regarda et prononça à peine un mot, s'adressant au chiot. Si d'autres monstres apparaissaient,
elle devrait s'enfuir immédiatement. Il lui demanda de tenir jusqu'au matin, lorsque la sortie s'ouvrirait à nouveau. Il la prévint sévèrement que s'il se réveillait et la voyait à proximité, il la tuerait sur le champ. Tuarish dut s'enfuir, mais elle ne pouvait le quitter. Elle le serra dans ses bras, sentant l'aura sombre qui l'envahissait. Le désespoir la saisit, submergeant ses forces, et elle se promit de ne pas quitter Théo. Il tiendrait bon jusqu'au matin, quoi qu'il arrive. Son seul espoir était de le purifier de l'accumulation d'Homo. Bien qu'elle comprît que tout le monde saurait alors qu'elle était Retium, l'enfant, regardant son frère épuisé, resta perplexe, ne sachant que faire. Théo gisait épuisé sur les genoux de la jeune fille profondément endormie. Elle le regardait en silence et pensait que sa vie allait bientôt prendre fin dans le cachot du duc Gervais. Et elle n'avait jamais rêvé d'un nouveau nom dans la famille. Même enfermée à nouveau au sous-sol, elle ne regretterait rien. Elle caressa son front brûlant par de légères touches, sentant que, même si ce n'était que pour un court instant, elle avait enfin un père et un frère aîné, et que c'était suffisant. L'enfant voulait donc sauver son frère à tout prix. Peu de temps s'était écoulé, mais la gratitude emplissait son cœur. Soudain, en posant sa main sur son front, la jeune fille entendit une voix étrange, presque magique, l'appelant « Retium ». Regardant autour d'elle, Tuarish tenta de voir la source du bruit. Mais soudain, elle fut aveuglée par une lueur vive, telle une étoile filante. Des voix pleines d'étonnement résonnaient autour d'eux, les exhortant à signer un contrat et se disputant entre eux. Qui était censé établir ce lien avec Retium? Ils croyaient que c'était Tuarish qui deviendrait leur libérateur. Submergée par la peur, la jeune fille se sentait perdue parmi ces voix. Elle la suppliait sans cesse de lui ouvrir la porte de leur monde. Tuarish ne comprenait pas comment le lac était soudain apparu devant elle. Les voix continuaient à la supplier de signer un contrat, et elle ne comprenait pas les exigences de ces créatures. Il lui reprochait constamment de ne pas être assez intelligente pour comprendre l'évidence. Le contrat entre Retium et l'étoile. Les voix insistaient sur la rapidité, car la grande étoile devait apparaître, sinon tout périrait. Une autre voix le confirma. Elle a ajouté qu'elle détestait les contrats, et Retium risquait de mourir si la grande star croisait son regard. Tuarish fut stupéfaite à l'idée de son approche. Puis elle remarqua que quelque chose clochait avec le lac. Elle serra Théo fort dans ses bras et ferma les yeux. Les voix invisibles commencèrent à paniquer, confuses et ne sachant que faire, car elle était à proximité. Elles se cachèrent et proclamèrent que la grande étoile était arrivée. Un éclatant faisceau de lumière commença à surgir des profondeurs du lac. En le regardant, la blonde comprit soudain qu'il s'agissait de la grande étoile. Tout en elle criait « puissance, irréversibilité, lumière primordiale ». Et il semblait que cette puissance se tournait spécifiquement vers la jeune fille. Sa voix, douce et distante, comme venue du ciel lui-même, reconnaissait que quelque chose n'allait pas. Et ce n'était pas surprenant. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'une telle chose arrivait à Tuarish. La prise de conscience la transperça. Et quand Star sourit, ce feu dans sa poitrine se transforma en confiance. Il fallait agir sans tarder. Guérir Théo avant même qu'elle ne pose le pied sur eux. Un instant de plus, et il serait trop tard. La jeune fille posa sa main sur son front brûlant. Et le cri qui s'échappa de sa poitrine était d'une stridence insupportable. La douleur transperça Tuarish jusqu'au plus profond d'elle-même, brûlant de l'intérieur. Mais elle ne recula pas. Elle devait y arriver. Elle le devait. Pendant ce temps, la forêt résonnait d'un fracas, d'un rugissement, d'un rugissement. Les monstres tombaient les uns après les autres, comme déchirés par une force invisible. Jed se vantait d'avoir détruit une bête gigantesque d'un seul coup. Cependant, lorsqu'il tourna la tête vers le maître, il se figea. Une montagne de créatures déchues se dressait devant le duc. Le chevalier baissa involontairement les yeux, gêné par le poids de la comparaison. Blake se retourna, le regarda et lui demanda ce qui s'était passé. Mais Jed se contenta de repousser la main, comme si cela ne valait pas la peine d'y prêter attention. Le chevalier leur rappela également que la pleine lune arriverait ce soir-là même, un moment où il y avait toujours plus de créatures dans la forêt que d'habitude. Bien sûr, cela n'arrivait pas souvent, mais il estimait nécessaire d'avertir le maître. Si son fils était vraiment là, il ne laisserait pas la fille seule. Blake fit remarquer calmement et avec assurance que malgré son isolement, Théo n'était pas sans cœur. Par une nuit de pleine lune, la forêt est particulièrement dangereuse. Et les garçons le savaient bien, mieux que beaucoup d'adultes.
Jed hocha la tête en silence, ce qui était incontestablement le cas. Selon Anna, le jeune propriétaire aurait dit un jour que la jeune femme sentait mauvais. C'est pourquoi il aurait prédit ce qui allait se passer. Le duc, soupirant, se rappela que le pouvoir des Rodwick leur permettait de contrôler leur respiration. Théo avait donc du mal à tolérer la présence des gens autour de lui, même involontairement. Il n'était pas étonnant pour Jed qu'il fût le plus fort de toute la race. Peut-être même trop fort. Après sa naissance, la dame devint soudainement faible, mais Blake secoua calmement la tête, rassurant son assistant. Théo n'avait jamais tué personne auparavant, et il ne quitterait pas Toirish. Le chevalier acquiesça, approuvant les propos de son maître. Il nota toutefois mentalement qu'un tel argument lui paraissait trop étrange. Ils s'enfoncèrent de plus en plus dans la forêt, jusqu'à ce que le duc s'arrête brusquement. Jed, qui marchait derrière, s'approcha prudemment, remarquant que le seigneur était figé. Et ce n'est que plus tard que j'en ai compris la raison. Par terre, au milieu du chemin, les uns à côté des autres, gisaient les enfants. Roulés en boule, comme s'ils se protégeaient les uns les autres dans leur sommeil. Les noms des enfants s'échappèrent d'eux-mêmes des lèvres du chevalier. Incapable de se contrôler, il se précipita et tenta en vain de les ramener tous les deux à la raison. Un cri perçant retentit dans le ciel. Des monstres tournoyaient au-dessus de la forêt. Jed, regardant autour de lui, avertit le maître de la menace qui venait d'en haut. Blake n'hésita pas. Il dégaina sa puissante épée et, d'un seul mouvement, affronta la première ombre qui s'abattit du ciel avec un rugissement. Ses coups étaient précis, décisifs. L'homme ne laissait aucune créature s'approcher des enfants. Pendant ce temps, Jed tombait à genoux à côté d'eux. Il essaya de les réveiller. Théo ne réagissait plus, mais son pouls était encore faible, mais vif. Il dit avec soulagement qu'il respirait. La jeune fille semblait consciente, elle aussi. Elle était allongée près de lui, serrant fermement la main de Théo. C'était comme si elle cherchait protection auprès de lui, même dans son sommeil. Le duc détourna le regard de ses ennemis tombés et dit qu'elle aurait dû survivre. Mais des conversations difficiles les attendaient. Le réveil ne serait que le début. C'était une matinée claire et chaude. La douce lumière du soleil glissait sur les murs, effleurant à peine les rideaux, lorsque Toirish ouvrit enfin les yeux après un long sommeil. Son regard errait dans la pièce, confus. Tout autour d'elle lui était inconnu. Ce n'était pas l'endroit où elle s'était endormie. Un espace lumineux, des rideaux propres, le calme et la tranquillité. Tout semblait à la fois douillet et étrange. La jeune fille ne comprenait pas où elle se trouvait. Puis soudain, une voix familière se fit entendre. Anna, souriant doucement, se pencha vers elle et l'appela « Yuwa, jeune demoiselle, You ». Elle fut soulagée d'annoncer qu'elle s'était enfin réveillée. Toirish, stupéfaite par l'inattendu et la nouveauté de tout ce qui l'entourait, ouvrit de grands yeux, incapable de prononcer un mot. La servante nourrit patiemment, et avec attention son bouillon parfumé, lui disant que tout aurait pu tourner au vinaigre si le duc et Jed n'étaient pas arrivés à temps. Ils furent attaqués par une nuée de monstres ailés. Seule la réaction fulgurante de sa grâce sauva les enfants d'une mort inévitable. Anna soupira de soulagement et ajouta qu'elle et Théo s'étaient visiblement bien amusés. L'enfant, sirotant sa soupe, n'arrivait toujours pas à croire qu'elle avait dormi si longtemps. Mais soudain, elle fut submergée par l'excitation. Et, gênée par le ton de sa propre voix, elle s'enquit précipitamment de Théon. La servante, devinant facilement de qui parlait la dame, l'informa avec un sourire narquois que le jeune homme avait eu ce qu'il méritait, et qu'il avait été puni. Pendant ce temps, dans ses appartements, Théo était assis, enveloppé dans une couverture, l'air sombre. Jed frappa doucement à la porte de la chambre, entra, et déposa le petit déjeuner sur la table. Souriant, il constata que la situation n'était certainement pas idéale. Et il se demanda si le garçon lui en voulait encore. Théo grommela qu'il n'était pas en colère. Saisissant le petit pain, il détourna le regard et ajouta que tout cela n'avait aucune importance. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était qu'elle se réveille. Jed plissa les yeux en l'observant. Il se demanda si le garçon parlait de la jeune femme. Après tout, personne ne l'avait vue ce jour-là. Se souvenant de la veille, le chevalier soupira. Anna était profondément bouleversée, fondant même en larmes lorsque la jeune fille ne reprit jamais connaissance. Et bien que les médecins lui aient assuré qu'il n'y avait aucun danger, la domestique ne trouva d'endroit où loger jusqu'au matin même. Elle sanglotait comme si elle avait perdu un être cher. Avec un sourire,
Jed laissa prudemment entendre que le jeune homme était inquiet. Le garçon s'emporta et lui lança un petit pain. Mais le chevalier la rattrapa facilement en plein vol. Une explosion de colère ne tarda pas à se produire. Les épaules de Théo tremblèrent, ses poings se serrèrent, ses yeux flamboyèrent de rage. Jed revint vers la porte avec respect, prononçant le conseil ironique de ne pas sauter le petit déjeuner. Une bonne alimentation n'a jamais fait de mal à personne. Le garçon n'en pouvait plus et lui ordonna de disparaître. Lorsque la porte se referma, il resta seul, serrant les poings comme s'il voulait écraser toute la douleur qu'il contenait. Théo s'obstinait à croire qu'il ne s'inquiétait pas du tout pour elle. Il avait juste besoin de lui parler. Tout cela lui semblait étrange. La douleur persistante qui tourmentait le jeune homme depuis son enfance avait soudainement disparu. Après la lutte épuisante dans la forêt, alors que ses forces étaient à leur limite, il s'attendait à la dévastation habituelle, voire pire. Mais à la place, il n'y avait que le vide et le silence. Théon ne comprenait pas ce qui s'était passé là. Il se souvenait des paroles de son père, calmes, lourdes, comme si elles avaient été prononcées du plus profond de la famille. Il raconta alors que Riche serrait si fort la main du garçon, comme si elle avait peur de le lâcher. Et il lui demanda s'il comprenait pourquoi. Elle ne le voyait pas comme un monstre, ni comme une menace, mais comme un frère, un soutien, un protecteur. Alors le garçon resta assis, la tête baissée, écoutant en silence. Et une autre question résonna dans son esprit. Si Tuarich pouvait l'accepter, alors peut-être pourrait-il lui donner une chance, essayer de l'accepter. Théo resta assis en silence, les yeux fixés sur ses mains. Tout en lui bouillonnait, souvenirs, colère, confusion. Il se souvint comment il avait essayé de l'effrayer, comment la lame froide avait failli effleurer sa peau. Mais elle n'avait pas peur. Elle ne recula pas. Ne s'enfuit pas. Ne céda pas. Son plan n'a pas seulement échoué, il s'est retourné contre lui, laissant derrière lui confusion et chaos interne. Théo ne savait plus quoi faire. Cette fille étrange et têtue, qui n'avait pas peur, qui n'abandonnait pas, était sa sœur, du moins officiellement. Soudain, un bruissement retentit derrière lui. Il releva brusquement la tête et jeta un regard inquiet par la fenêtre. Une certaine inquiétude flottait dans l'air. Quelque chose n'allait pas. C'était comme si quelqu'un d'autre était entré par effraction, peut-être un espion ou un inconnu. Il aurait été facile de crier, d'appeler la sécurité, d'un simple geste. Mais malgré sa fatigue et sa morosité, le garçon décida d'agir autrement, de trouver la solution par lui-même. Et si quelqu'un s'était introduit dans les chambres, sans toucher à la fille, il me restait donc encore un peu de temps, et c'était suffisant pour agir seul, sans protection, sans bruit inutile. Théo ouvrit la porte d'un coup, prêt à crier quelque chose de menaçant, mais un rire enfantin soudain et le bruit sourd d'une chute l'arrêtaient. Sur le sol, juste devant lui, Tuarich gisait, souriant joyeusement comme si de rien n'était. Son apparition le laissa à la fois surpris et perplexe. Elle se leva, lui faisant comprendre qu'elle allait bien. Elle voulait juste savoir comment il se sentait. Mais Théo ne la crut pas. Avec une irritation silencieuse, il la jeta sur le dos. La légèreté de son corps accentua son mécontentement. Il lui sembla qu'elle allait s'effondrer d'un seul souffle. Il emporta silencieusement la jeune fille dans la pièce, les lèvres pincées. Et, sans trop de retenue, il lui ordonna de s'asseoir tranquillement, de manger ce qu'Anna avait apporté, et de ne pas le distraire. En même temps, il a fait un commentaire sarcastique sur son apparence, soulignant qu'au moins elle ressemblait à un cochon. Pas un fantôme. Tuarich fronça les sourcils, offensé. Elle avait du mal à comprendre s'il s'agissait d'inquiétude ou de moquerie. D'un ton sévère, elle lui demanda de la remettre sur pied, ce qu'il fit. Mais sans s'arrêter là, Théo sortit un livre pour enfants de l'étagère. Et, le regardant d'un air malicieux, il le lui tendit. Sa voix fatiguée sonnait aiguë et inexorable, presque comme une phrase. Et il remarqua qu'il lui faudrait bien commencer quelque part. Par exemple, du livre Yawa, le chiot menteur. Et il le laissa tomber négligemment, comme s'il commençait à douter qu'elle sache lire. Tuarich lui arracha résolument le livre des mains, soutenant obstinément son regard. Il y avait quelque chose d'inébranlable, presque de fier, dans sa posture. Elle dit qu'elle savait lire. Le garçon se contenta de rire,
s'installa confortablement sur le lit à côté d'elle et dit d'un ton moqueur qu'elle était peut-être aussi un petit menteur. Fronçant les sourcils avec indignation, la jeune fille déclara qu'elle n'était ni un chiot, ni une menteuse. De plus, elle avait terminé ses études, et pour le prouver, elle se mit à feuilleter les pages du livre avec défi. Assise confortablement à côté de lui, elle ouvrit la première page et commença à lire à voix haute. Clairement, avec une expression comme si elle parlait devant toute la classe, Tuarich a commencé à lire à voix haute. Léoda, il était une fois un chiot qui mentait à tout le monde. Yo! Théo rit de nouveau, de bon cœur, avec une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pointant l'illustration du doigt, son visage s'illumina d'un plaisir sincère. Le chiot sur la photo, pensa le garçon, lui ressemblait étrangement. En tournant la page, il découvrit une illustration encore plus drôle, et, plissant les yeux joyeusement, il plaisanta en disant que l'auteur de ce livre pour enfants avait dû s'inspirer de Tuarich. La jeune fille serrait le livre, feignant le sérieux, même si ses yeux trahissaient un rire. Au fond d'elle-même, elle se répétait de tenir bon, de ne pas réagir aux moqueries. Mais quelque part au plus profond de moi, en silence, pour la première fois depuis longtemps, quelque chose de chaleureux et d'inconnu se dévoila. Comme le début de quelque chose de réel. Elle l'observait en silence, quand soudain la porte s'ouvrit et la voix grave et sévère du duc retentit, appelant Théon. Il avait un ton exigeant lorsqu'il demanda ce qu'il faisait là. Mais malgré sa dureté, Tuarich était sincèrement heureux de le voir. Blake pensa que son fils avait visiblement ignoré ses paroles et avait quitté la pièce. Mais, n'y croyant pas totalement, il décida de vérifier, au moins pour s'assurer que le garçon ne dérange pas la fille. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il fut surpris par ce qu'il vit. Ils étaient assis côte à côte, en train de lire un livre. Soudain, son souvenir le ramena à la conversation avec sa femme, à ce dernier moment d'angoisse. Il lui avait assuré qu'un seul enfant suffirait. Son corps était trop épuisé pour risquer une seconde fois, mais elle se contenta de sourire doucement, le regardant calmement dans les yeux. La femme le convainquit gentiment que Théo ne devait pas grandir seul. Elle rêvait de donner un frère ou une sœur à son fils. D'une voix calme et assurée, elle mentionna qu'il leur restait peu de temps. Elle était convaincue de pouvoir supporter une nouvelle grossesse, et elle s'en sortira sans aucun doute. Mais le destin en a décidé autrement. Sa vie s'est éteinte avant qu'elle puisse réaliser ce dernier don. La famille dont ils avaient rêvé se tenait devant lui, à cet instant précis, regardant les enfants qui commençaient enfin à trouver un langage commun. La jeune fille regarda Théo avec anxiété, lui demandant doucement si elle avait fait quelque chose de mal. Il lui murmura à peine audible de se taire. Le tableau était saisissant par sa simplicité naturelle. Il était exactement tel que Blake l'avait peint dans son esprit. Pour dissiper une faiblesse momentanée, le duc toussa. Et, retenu et sévère, il rappela à Théo qu'il était toujours puni. Le garçon, tête baissée, se leva silencieusement et se dirigea vers la porte. Là, avec son sourire espiègle caractéristique, Jed l'attendait. Voyant Théo partir, il ne put s'empêcher de plaisanter. Le jeune homme fit la lecture à la jeune femme. Le garçon, fronçant les sourcils, grommela brièvement qu'il n'avait rien entendu. Rich resta silencieuse, la tête baissée, se remémorant avec anxiété les événements de la forêt. Théo avait utilisé trop de magie, dangereusement. Elle comprit que plus la personne était jeune, plus Sorn devenait dangereux pour elle. La jeune fille était une personne ordinaire parmi les héritiers du duc. S'il décidait de l'expulser, elle n'aurait pas un mot pour se défendre. Soudain, une main forte mais douce toucha le front de l'enfant. Tuarich ferma involontairement les yeux. C'était le duc qui s'était accroupi à ses côtés. Et, contrairement à ses craintes, il lui dit avec douceur et sincérité qu'il était heureux de la voir indemne. La jeune fille, stupéfaite, rougit soudain et se mit à gesticuler de manière incohérente, lui assurant que tout allait bien. Elle s'excusa avec ferveur d'avoir mis le jeune homme en danger, et ajouta qu'il ne devait plus s'inquiéter pour elle. Cependant, l'homme l'arrêta calmement, lui disant à voix basse que ça suffisait. Blake la mit prudemment au lit et l'informa de l'introduction de certaines règles. Rich se tut. Son cœur battait la chamade, mais elle remarqua qu'il n'était pas du tout en colère. Cela la surprit,
et même la calma un peu. Le duc, conservant son sérieux posé, leva l'index. Nulle trace de colère dans son expression, seulement une autorité concentrée, et il commença à s'incliner. Premièrement, il lui était strictement interdit de dire des choses qui porteraient atteinte à sa dignité. Toarish le regarda avec surprise. Deuxièmement, elle ne doit pas utiliser le mot « yaba », esclave, yo. Et troisièmement, dès son entrée dans la propriété, il lui interdit de jurer. Seul l'enfant ouvrit la bouche pour parler. Blake continua calmement, comme s'il n'attendait pas de réponse. Sa voix resta douce, mais ferme. Mais c'était cette douceur qui l'effrayait encore plus. Elle se recroquevilla, fermant les yeux, attendant le verdict. Mais l'homme s'assit à côté d'elle, et, sans élever la voix, il dit qu'à partir de maintenant, elle ne l'appellerait plus duc. La surprise s'empara de Riche. Elle murmura seulement un mot qu'elle avait eu peur d'évoquer jusqu'à récemment. Leda père oh. Il hocha la tête. La fille était bien la sienne. En se levant, il ajouta que si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle devrait appeler Anna. Et aussi qu'elle devrait bien se reposer. Blake partit, laissant le silence derrière lui. Cachée sous la couverture, la fillette ne pouvait s'empêcher de penser. Il n'y a pas si longtemps, elle n'avait même pas le droit de prononcer le mot Yewa, père oh. Et puis, quand tout a changé, un sentiment mitigé a surgi en moi. Confusion, peur. Quelque chose qui s'apparente au soulagement. Mais avant que Toarish ne puisse se calmer, quelque chose bougea sous la couverture. De là, de façon tout à fait inattendue, un écureuil surgit et parla. La voix de l'animal était faible, légèrement insultée, comme un reproche. Son intonation exprimait un soulagement. Ils étaient enfin seuls. La jeune fille se redressa, effrayée, haletant de surprise. Ce n'était pas l'apparence de l'animal qui la frappait, mais ses paroles. L'écureuil, d'un geste offensé, lui rappela qu'ils s'étaient rencontrés au lac. Riche semblait simplement avoir complètement oublié sa voix. Toarish se remémora lentement les événements du lac. Cette lumière, les voix, tout ce qui semblait être un rêve, mais demeurait trop vivant pour être une fiction. Et pourtant, elle ne comprenait pas pourquoi l'écureuil se tenait devant elle. L'animal, la fixant du regard, soupira d'indignation, comme s'il avait vraiment quelque chose à se justifier. Il murmura avec colère qu'il n'était pas content de la tournure des événements. À peine arrivée, elle perdit connaissance. La blonde, rougissante, lui assura que la raison n'était pas en lui. Elle avait simplement épuisé toutes ses forces. Ce qu'elle entendit sembla calmer un peu l'écureuil. La bête s'installa confortablement sur le coussin à côté d'elle, la regarda du haut de son savoir, et soupira. Pour les humains, le pouvoir de Retium était un fardeau trop lourd. Son étonnement grandit. Le petit animal semblait en savoir plus sur le monde que n'importe quel adulte. Et cela fut bientôt confirmé. L'écureuil affirma sans hésiter que son corps existait depuis la naissance de Retium. La fille se figea sous le choc. Les mots sur le début de Retium suscitèrent admiration et enthousiasme. Mais l'animal, sans émotion, commença à donner des explications plus détaillées. Le monde, dit-on, est divisé en deux parties. Le monde des mortels, où vivaient les hommes, et le monde caché à leurs yeux, le caveau des étoiles oubliées. Cette dimension invisible était gouvernée par 6 grandes étoiles. Un jour, une guerre éclata entre elles. Après la bataille, 4 étoiles descendirent sur le monde des humains. Ils s'incarnèrent dans des corps humains. Mais les mortels ne purent résister à la puissance divine. Leur corps s'effondrait, leur conscience s'éteignait. Seule la seconde grande étoile, prenant pitié de la souffrance de ceux qui ne pouvaient supporter le fardeau de la puissance céleste, créa un nouvel espace, une fine frontière entre les mondes. Là, entre lumière et ténèbres, monstres et souvenirs en proie à l'angoisse se mêlèrent. Ainsi, un lien intermédiaire fut créé entre la cachette et le monde des mortels. L'écureuil secoua la tête, visiblement ravi que la fillette commence à comprendre. Ses suppositions n'étaient pas si absurdes. L'animal dit que la deuxième grande étoile était contenue dans la créature que la jeune fille avait vue dans le lac. C'est ainsi que le premier Retium commença à exister. Elle tenait l'écureuil dans ses mains et écoutait en silence, absorbant chaque mot, comme pour ne manquer aucun détail important. Le petit animal parlait d'une voix égale, comme si sa voix portait les échos d'époques oubliées. Un calme qui cachait un souvenir profond, presque ancien. 4 étoiles,
qui descendirent un jour dans le monde des mortels. Elles ne purent jamais s'y adapter pleinement. Les étoiles ont maintenu leur existence aussi longtemps qu'elles le pouvaient, mais sont finalement retournées au cimetière, où elles sont à nouveau tombées dans un long sommeil. À partir de ce moment, leur pouvoir commença à s'affaiblir, se transmettant de génération en génération, perdant à chaque transmission son intégrité originelle. Leur forme n'avait plus aucune stabilité, mais errait à la recherche d'un nouveau porteur. Rotium, contrairement aux autres étoiles, choisit un chemin différent. Il a créé les étoiles comme des abris, des lumières endormies, qui vivaient à l'intérieur des êtres humains, attendant d'être réveillés. Mais avec le temps, les hommes ont perdu la capacité de contrôler ce pouvoir. Ce ne fut pas pour eux un cadeau, mais un fardeau. Et c'est le pouvoir de Rotium qui le conduisit un jour au lac, à cette frontière entre les mondes, où il apparut. Pour arrêter le chaos et la souffrance apportée par les étoiles, il a conclu un contrat avec d'autres grandes entités célestes. Son objectif était de protéger l'humanité d'une force destructrice qui, ayant perdu ses limites, menaçait de tout détruire sur son passage. L'enfant demanda avec hésitation si Rotium ne pouvait pas conclure un contrat avec lui-même. Écureuil, soupirant, expliqua. Ogu est l'une des stars les plus importantes. Elle n'avait donc pas le droit de quitter la cachette. Le contrat avec Rotium est le seul moyen de dépasser cette limite. Et c'est pourquoi tout le monde était si heureux à son apparition. Cependant, il y avait un problème. La nouvelle Rotium avait signé un contrat immédiatement après sa naissance. La magie que Ogu était obligé de dépenser encore et encore l'épuisait au point que même la moindre démonstration de force devenait trop pour elle. Assis dans ses bras, l'écureuil se gratta soigneusement derrière l'oreille et continua. L'enfant sombra alors dans un profond sommeil. Auparavant, les contrats interdisaient de parler des étoiles et du lac. Au fil du temps, tout a été oublié. On n'apportait plus de nouveaux porteurs sur l'eau. Et Tuarish, utilisant la force sans contrat signé, a dû s'y résoudre seul. C'était trop dur. C'est pourquoi tout le monde attendait un nouveau Rotium. La bête serra les pattes avec colère et admit que Ogu était la plus sensée des grandes étoiles. Et il ne pouvait pas se permettre de la perdre. La jeune fille comprit alors enfin pourquoi une énorme créature avait tenté de tuer l'écureuil par le passé. Elle voulait mettre fin à ce réveil prématuré. Mais alors qu'elle se retournait pour partir, le petit animal parla d'un ton complètement différent, calme, presque résigné. Elle changea d'avis, car la fillette avait une seconde vie. Tuarish fut stupéfaite. La créature savait quelque chose qu'elle-même ignorait. Mais l'écureuil se contenta d'un léger sourire et dit qu'on ne pouvait rien lui cacher. Un retour au passé, et la capacité de cet enfant, plongé dans le sommeil. C'est cette capacité, selon le rongeur, qui a provoqué sa renaissance. Elle parlait calmement, mais sa voix était assurée. Le contrat qu'elle proposait était humain et bénéfique pour les deux parties. La fille allait gagner en force, et l'écureuil allait s'incarner dans ce monde. L'animal soupira et s'installa près d'elle, promettant à Tuarish de devenir plus fort que quiconque. Mais la blonde ne recherchait pas le pouvoir. La seule chose qui l'intéressait était de savoir si la douleur disparaîtrait. Ce pacte permettrait de mettre fin aux sensations insupportables qui la tourmentaient après chaque utilisation de magie. Le rongeur n'hésita pas, promettant que le contrat avec l'étoile la soulagerait de ses souffrances. Après cela, elle ne ressentirait plus la douleur. La fille était nerveuse. Ses petits doigts agrippaient le drap, ses yeux étaient embrumés. Elle n'était pas sûre de tout comprendre. Mais cela n'avait aucune importance. Si la douleur disparaissait vraiment, cela suffirait. Et, rassemblant ses forces, l'enfant tendit résolument la main. La petite patte de l'animal effleura doucement son doigt, un geste solennel et significatif. On aurait dit que le monde autour d'eux s'était arrêté à cet instant. De minuscules étoiles tournoyaient dans l'air. Une étrange lumière brillait. Elle gagnait peu à peu en intensité, emplissant la pièce. Avec une dignité inattendue dans sa voix, la bête déclara solennellement que l'alliance n'était pas seulement un accord, mais un véritable honneur. Après tout, à ce moment précis, dans les rayons de la lumière ancienne,
en présence de l'une des grandes étoiles de Python, un contrat stellaire était en train d'être conclu. Une douce lueur illumina le poignet de Tuarish. De fins fils de lumière s'entrelaçaient selon un motif étrange qui se refermait en un cercle parfait. Elle vibrait de chaleur et d'un feu silencieux, comme si le cœur même de l'étoile battait sous sa peau. La marque était vivante et respirait, preuve irréfutable que le contrat était entré en vigueur. Par une matinée lumineuse et ensoleillée, Blake était assis dans son bureau, plongé dans ses documents, lorsqu'il entendit soudain un léger grincement de la porte. Sur le seuil, regardant timidement derrière la porte, se tenait une Tuarish déconcertée. Sa petite silhouette semblait encore plus petite. Lorsqu'elle franchit le seuil, portant un écureuil tout doux sur la tête, le duc se leva, légèrement surpris, et lui demanda si elle allait bien. La jeune fille s'inclina poliment et lui assura que oui, il n'y avait qu'une seule demande. Sa voix était hésitante, et ses joues étaient légèrement rouges. Blake se dit qu'elle voulait peut-être qu'il lui lise une histoire. Et il ne put s'empêcher d'éprouver une profonde envie pour Théon. Il apprécia que l'enfant s'adresse à lui. Tuarish, pointant sa tête du doigt, demanda timidement si les écureuils pouvaient vivre avec eux. L'homme fut momentanément désorienté. Le petit animal resta assis là, silencieux, prétendant être une créature innocente, digne des plus tendres soins. La jeune fille ajouta précipitamment que l'écureuil était tout petit et ne dérangerait personne. L'espace d'un instant, le duc fut gêné. Il s'attendait à quelque chose de complètement différent, et Tuarish le remarqua. Elle baissa les yeux, pensant qu'il était déçu. C'était probablement le cas, le soutien de famille en demandait trop. Soudain, la jeune fille entendit quelque chose d'inattendu. Un consentement. Blake l'accepta. Elle n'y crut pas tout de suite, mais l'homme le lui rappela avec une confiance sereine. La dame, sa fille, ne pouvait même pas lui poser de telles questions. La joie l'envahissait de la tête aux pieds, rayonnante de bonheur. Elle le remercia sincèrement, l'appelant papa. Le visage du duc était figé de surprise. Il ne s'attendait pas à entendre ces mots de sa bouche, et c'est pourquoi ils le frappèrent plus profondément que tous les autres. Tuarish s'excusa de l'avoir dérangé. S'inclinant profondément, elle sortit précipitamment de la pièce, ne laissant derrière elle qu'un sillage de joie. Blake essaya de l'arrêter, mais en vain. Il ne pouvait que deviner quel genre de maison construire pour l'écureuil, peut-être une serre. Pendant ce temps, dans le salon, un garçon blond était assis sur un fauteuil. Sa silhouette élancée était calme et son regard froid. C'était Robenhalf Gibetsman, un invité venu des terres du Nord, porteur du pouvoir de la glace. Terkadian, mécontent, s'approcha de lui et l'invité le salua poliment. À quoi le garçon répondit avec la même courtoisie. Il dit qu'il avait entendu parler de l'arrivée des invités et qu'il était heureux de les rencontrer. Théo, assis à côté de lui, ne comprenait pas pourquoi il était venu. En face de lui, Robenhalf sirotait son thé avec une grâce insouciante. Il fit remarquer calmement qu'il était arrivé avec son père. La fête approchait et toutes les familles ducales étaient invitées. Cependant, ajouta-t-il avec une pointe d'ironie, il apprit une nouvelle intéressante. Théo aurait une sœur cadette et une roturière. Ces mots trouvèrent chez le garçon une résonance plus profonde qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il était prisonnier du silence et son regard s'évanouit. Je me suis souvenu des paroles de Jed. Il m'avait prévenu plus tôt que quelqu'un pourrait entendre quelque chose. Et puis tout s'est mis en place. Le duc demanda à Jed d'accompagner la jeune fille et de choisir une robe pour sa première apparition publique. Il ne laissa pas passer cette occasion. Et avec une audace caractéristique, il laisse entendre que c'est dommage que Théo lui-même ne puisse pas aller faire du shopping avec sa chère sœur. Mais ce n'était pas grave. Le chevalier avait promis d'être un digne frère aîné à sa place. Ces mots avaient alors mis Théo en colère. Il ne comprit pas immédiatement pourquoi son père lui avait confié Riche. Puis, tout devint clair. C'était pour la protéger. Le duc avait tenté de la cacher au Gibetsman. Théo bouillonnait d'indignation. La jeune fille allait être le centre de l'attention. Et les Gibetsman sont les plus grands fanatiques de réputation parmi les aristocrates. Pour eux, son passé est la cible idéale. Il lança avec colère. Yeda, si Robenhalf n'était venu que pour elle, qu'il continue à rêver. Après tout, il l'avait chassée, ne lui laissant aucune chance. La surprise submergea l'invité.
Il se souvint comment il avait chassé tous ceux que le duc avait tenté de faire entrer dans la maison. Mais Riche était officiellement la fille adoptive de Rodwick. Il était désormais son frère aîné, et cela lui convenait parfaitement. Une étrange chaleur envahit le garçon tandis que cette pensée s'enracinait plus profondément. C'était son frère. Pas Jed, même s'il avait la langue plus acérée qu'une épée. Elle l'appelait frère. Un chevalier apparut dans son imagination, suppliant qu'on l'appelle frère. Et Riche se détourna, indifférent. Théo ne put s'empêcher de rire. Robenhalf se tourna vers lui avec inquiétude, se demandant s'il se sentait bien. Mais le garçon fit un geste de la main, l'assurant que rien ne s'était passé. Mais il ajouta que la jeune fille n'était pas au domaine, et qu'il était donc libre. Le jeune homme blond le regarda avec une curiosité non dissimulée, n'en croyant pas ses paroles. Dans le magasin, la vendeuse n'a pas pu cacher son admiration lorsqu'elle a vu une petite fille blonde aux grands yeux bleus. Elle était extrêmement aimable avec elle. Et il était difficile de croire que le duc avait adopté cet enfant. Anne confirma qu'elle était leur véritable épouse. Tuarich remarqua qu'il y avait une aura spéciale autour d'elle, et conseilla doucement à Anna si elle devait cacher sa véritable origine. Se penchant vers elle, la servante acquiesça. Mais elle remarqua que Tulip était la sienne, car elle appartenait aussi à la famille Rodwick. La jeune fille fut surprise. Anna expliqua que le nouveau nom était un cadeau du duc. Il offrait une chance de refaire sa vie à ceux qui voulaient laisser le passé derrière eux. Et Tulle était l'une d'elles. La couturière m'a raconté avec joie que depuis l'ouverture de la boutique, elle rêvait depuis longtemps du jour où elle pourrait coudre la première robe pour la jeune dame Rodwick. Elle se souvient que la dame était venue la voir à plusieurs reprises, lui promettant que lorsqu'elle donnerait naissance à une fille, elle viendrait certainement chercher la robe. Tuarich avait entendu parler de la mère de Théo. 7 ans auparavant, cette femme n'avait laissé derrière elle que de doux souvenirs. Une véritable merveille. La jeune fille s'inquiétait d'avoir été entendue. L'écureuil perché sur sa tête le confirma. Le contrat étant conclu, il pouvait communiquer par télépathie. La servante annonça que tout était prêt. Et elle fit remarquer avec impatience que quiconque la verrait risquait de s'évanouir. Prenant Tuarich par la main, Anna l'appela. Ce moment, tant attendu, le chef-d'œuvre de Madame Tulle et la belle dame, était attendu avec impatience par tous. Ouvrant les rideaux du vestiaire, elle conduisit la fille vers l'avant, l'encourageant à ne pas avoir peur et à marcher avec confiance. Bien qu'à petits pas timides, Lady sortit de la loge hésitante. Jed et Tulle ne pouvaient cacher leur admiration pour sa beauté incomparable. La jeune fille, légèrement hésitante, demanda « Était-elle vraiment belle dans sa nouvelle robe bleue brillante, qui rayonnait de luxe ?» Tout le monde fut enchanté par son apparence. Tulle, frappée par la perfection de la robe, se pencha sur la jeune fille avec ravissement, comme si pour la première fois elle voyait une muse dans la petite dame. Ses yeux pétillèrent lorsqu'elle se souvint de quelques autres pièces exquises. Elle se précipita vers la cabine d'essayage, exhortant Anna et le jeune mannequin à tout essayer. Tuarich se retrouva dans un espace où les plus beaux tissus et accessoires scintillaient. Elle ne pouvait détacher son regard de la beauté qui l'entourait. Le soir, la fatigue commençait à se faire sentir. La servante, réalisant qu'il était temps de partir, suggéra de choisir quelques affaires supplémentaires à livrer au domaine plus tard. La petite dame assise sur le canapé, lasse, se contenta d'acquiescer. Bientôt, une légère rafale de vent l'atteignit. Jed l'éventa avec un éventail. Avec un sourire, il remarqua que la fille devait être fatiguée. Et il ajouta que cela arrive souvent avec Anna. Quand elle commence quelque chose, c'est difficile de s'arrêter. Mais Tuarich s'y opposa, essayant de cacher sa fatigue. L'homme se retournant vers la cabine d'essayage, fit une remarque en plaisantant. Il aurait été intéressant de voir le regard de ces deux-là lorsqu'ils ont commencé à se procurer de nouvelles tenues. Et la façon dont ils ont proposé avec empressement de tout essayer, jusqu'au dernier nœud. La jeune fille était sincèrement heureuse des compliments qui affluaient de toutes parts, malgré sa légère fatigue. Jed continuait à lui éventer les cheveux. Il constata que tout se passait à merveille. Puis, avec des involtures, il lui demanda comment se déroulait sa relation avec le jeune propriétaire. Aishadmi, penaud, qu'elle l'ignorait.
Ils ne s'étaient pas revus depuis la nuit où ils avaient lu le livre ensemble. Le chevalier lui rappela que Théo était toujours sous le coup d'une punition. Cependant, la véritable anxiété de la jeune fille se révéla lorsqu'elle demanda doucement. « Lieda, pourquoi son frère détestait-il les gens ?» Yo, cette question prit l'homme au dépourvu. Il a essayé de lui faire comprendre que ce n'était pas si simple, et il lui a demandé d'où lui venait cette idée. La réponse a été encore plus décevante. La jeune fille se souvint de ce que Théo lui-même lui avait raconté cette nuit-là, lorsqu'il avait fait irruption dans sa chambre, discrètement et imperceptiblement, avec un couteau à la main. Ed, choisissant soigneusement ses mots, commença à expliquer. Oui, dans une certaine mesure, le garçon n'aimait pas les gens, mais la raison n'était pas du tout telle. C'était peut-être à cause de l'odeur. Théo y était trop sensible. Rich se souvint que la première fois qu'il l'avait vu, il avait immédiatement ordonné à Anna de l'emmener au bain. Le chevalier expliqua que le jeune seigneur était le plus doué des Rodwick. C'est pourquoi son corps était extrêmement sensible, notamment aux odeurs. Ce n'était pas un manque de respect envers elle. C'était juste une conséquence de sa nature particulière. Rich n'imaginait pas que cette odeur pouvait être aussi infecte. Elle se rappelait avec embarras comment les servantes s'étaient un jour détournées, offensées, lorsqu'on lui apportait à manger. Elle disait que sa puanteur les rendait nauséeuses. Peut-être que Théo, lui aussi, la considérait comme les gens de sa vie passée, avec dégoût et condamnation. Cette pensée projetait sur elle une lourde ombre de dépression. Mais ces pensées furent interrompues par un bruit soudain, provenant de la pièce voisine. Elle regarda autour d'elle et pensa que quelque chose avait dû tomber. Jed se redressa aussitôt et lui ordonna de rester sur le canapé sans faire de bruit. Anna, couverte de sang, apparut dans l'embrasure de la porte. Sa respiration était saccadée, son regard empli de colère. Rich se précipita vers elle, effrayé par le sang sur ses vêtements, mais le chevalier lui assura que tout allait bien. Ce n'était pas son sang, elle aimait simplement les endroits dangereux depuis son enfance. Anna marmonna quelque chose en réponse, ne voulant pas paraître imprudente. Cependant, elle devait admettre qu'il avait raison, elle n'était pas si sans défense. Dans la pièce, comme après un orage, plusieurs hommes gisaient inconscients sur le sol. La servante, reprenant un peu son souffle, s'en aperçut. Elle n'aurait pas dû s'inquiéter autant pour elle. Mais le plus important était différent. Tulle avait été kidnappée, et la jeune fille ne savait plus quoi faire. Jed se tendit. Le duc Serdia était probablement derrière tout ça. Cette pensée fit immédiatement surgir une autre figure, trop puissante pour agir aussi ouvertement. L'écureuil accroché à toit riche se demanda avec surprise pourquoi le duc se livrait à de tels enlèvements. Mais elle se contenta de hausser les épaules, ignorant elle-même tout. Une jeune fille effrayée se leva de derrière le comptoir de la réception. Elle confirma leurs soupçons. La saison des fourrures de loup avait commencé. Et tenta de s'excuser. Anna et Jed échangèrent un regard. L'écureuil ne comprit pas immédiatement de quoi il parlait, mais soudain, il se souvint. La famille Serdi possédait le don inné de se transformer en loup, et ces animaux devinrent leur symbole. Mais malgré tout, ils enlevèrent la jeune fille. Pour le petit animal, cela ne fit que confirmer que la cruauté humaine était sans limite. Mais soudain, elle frissonna, l'air trembla. L'aura de l'étoile approchait. Toirich fut surpris de constater que l'écureuil sentait que l'un des 4 grands était juste à côté d'elle, et lui ordonna de la suivre, immédiatement. La jeune fille ne comprenait pas comment c'était possible. Après tout, les étoiles étaient dans le cachet, et l'apparition de l'une d'elles semblait incompréhensible. Le petit animal était hystérique, affirmant que ce n'était pas une chose à laquelle il fallait penser à ce moment-là. Soudain, l'écureuil perdit ses forces, et la fillette ressentit une étrange sensation. Elle expliqua qu'il s'agissait d'une simple manipulation de l'esprit humain. À cette époque, un roturier n'avait pas plus de valeur à leurs yeux qu'une pierre. En regardant autour d'elle, la petite dame remarqua qu'Anna et Jed étaient occupés à leurs propres affaires. Et, très probablement, ils ne remarqueraient même pas son absence. L'écureuil insista alors pour qu'ils se dépêchent de chercher la grande étoile. Dès qu'ils sortirent, ils se mirent à courir. Tuarich n'arrêtait pas de demander à la bête s'ils allaient vraiment dans la bonne direction et où elle pouvait bien se trouver. Mais l'animal ne ressentait plus rien. Elle ne connaissait pas la réponse, mais elle supposait que les étoiles ne s'étaient pas encore réveillées. Elle devait comprendre la situation. L'écureuil dit alors à la fillette qu'elle lui prêterait un peu de sa force, et conseilla à l'enfant d'essayer de l'utiliser. Rich était confuse, ne comprenant pas exactement comment s'y prendre.
La bête lui expliqua que, dans le monde des humains, des restrictions lui étaient imposées. Cependant, la bête les rassura en leur disant que tout ne serait pas si difficile. Il leur demanda simplement de se concentrer sur la recherche de l'étoile et d'observer attentivement les alentours. Après l'avoir essayé, la jeune fille eut l'impression que le monde se refermait sur elle de toutes parts. Tout lui semblait trop compliqué, et elle se perdait dans le flot de nouvelles impressions. Dès que la bête lui transféra son pouvoir, la blonde, comme par instinct, la jeune fille sentit la direction si rapidement que c'en était stupéfiant. Tuarish se précipita, et en un instant, ils furent dans la cour. Plusieurs hommes chargeaient Tulle dans la remorque. Des loups attendaient à proximité. L'écureuil regarda autour de lui, confus. L'étoile qu'il avait sentie auparavant avait disparu. Déconcerté, Tuarish s'excusa, entendit les hurlements et conclut que Tulle était là. Elle n'en était pas sûre, mais elle espérait toujours qu'il pourrait faire quelque chose. La bête ricana en signe d'approbation. Et c'est à ce moment-là que la fille réalisa l'incroyable affaire qu'elle avait conclue. Elle désigna les roues du chariot. Si elles étaient endommagées, il pourrait profiter de la confusion pour libérer la fille. La bête expliqua qu'il fallait agir de la même manière que pour la recherche de l'étoile. Se concentrer, imaginer une explosion et prendre le pouvoir. Rish ferma les yeux et se força à imaginer cette explosion. Mais soudain, avant que le transfert de puissance ne soit terminé, la roue explosa. Débris, poussière et cris volèrent dans les airs, semant le chaos. L'animal regarda autour de lui en frissonnant. Il n'avait pas encore terminé le rituel. Le pouvoir avait été transféré trop vite, et tout avait dégénéré. Les voleurs, effrayés par l'explosion, se mirent à hurler, exigeant que l'inconnu sorte de l'ombre. Tuarish se recroquevilla, la peur lui serrant la poitrine. Elle réalisa qu'elle avait exagéré. La bête la regarda avec méfiance. La force employée par la fille était excessive. Même les plus expérimentés ne pouvaient contrôler l'énergie stellaire avec une telle précision. Il se demanda un instant qui était l'enfant qui avait signé un tel contrat. Soudain, un grognement sourd retentit dans le silence. Le loup approchait. La fille, tremblante, se blottit contre le mur. Il pouvait vraiment attirer l'attention. Mais l'écureuil se contenta de renifler. On aurait dit qu'il avait explosé d'un demi-pâté de maison et qu'il avait peur d'un loup. Soudain, un silence de mort régna autour. Quelque chose changea dans l'air. Tuarish jeta un coup d'œil au coin de la rue et se figea. La cour entière était gelée. Les intrus pris dans des pièges de glace. Elle reconnut immédiatement cette force, le contact glacial de la famille Gibbetsman. Non loin de là, une silhouette enveloppée d'un halo froid marchait lentement droit vers elle. Son cœur battait plus vite, mais son corps restait immobile. L'idée de s'échapper traversait pourtant l'esprit de la petite dame. Le garçon remarqua la femme et pensa maîtriser la situation. Il hésita à la geler. Sa main commença à sentir le froid qui l'entourait. Soudain, il entendit une voix d'enfant lui interdisant de le faire. Tuarish, surgissant de derrière la maison, déclara connaître la personne et lui demanda de ne pas la figer. Cependant, l'écureuil, transmettant des signaux télépathiques, ordonna de ne pas tolérer l'humiliation et de déstabiliser l'ennemi. Mais la jeune fille a ignoré les avertissements de son mentor et a insisté sur une résolution pacifique, en essayant de tout expliquer. Alors qu'elle s'approchait de Robert Half, elle fut soudain saisie par les épaules. Elle était effrayée, mais elle entendit alors la voix de Blake, et il lui demanda comment elle était arrivée là. Tuarish fut surprise et voulut répondre, mais son père l'interrompit, expliquant qu'il était allé à la boutique, car il n'était pas revenu depuis longtemps. Le duc demanda au garçon ce qu'il faisait, et pourquoi il était sans son père. Robin Half marmonna, confus, que le duc avait une affaire urgente, et il y était venu seul, car il semble que leur styliste ait été kidnappé, et le jeune homme voulait l'aider. Tuarish fut surpris. Il n'eut pas l'idée de la geler à ce moment-là. Le garçon ne quitta pas la petite dame des yeux lorsqu'il l'entendit nommer le duc. Elle s'éloignait de plus en plus avec son père. Soudain, les voix de Jed et d'Anna se firent entendre, cherchant frénétiquement l'enfant, s'exclamant à haute voix comment et quand elle s'était échappée. Le chevalier demanda également comment le gentilhomme s'était retrouvé là. Le duc, se tournant vers sa fille, expliqua que Jed était venu pour qu'il puisse lui confier Tulle. La jeune fille hocha la tête et se souvint involontairement de ce premier instant. Quand
elle avait utilisé son pouvoir pour la première fois sans douleur. Cependant, la présence du descendant des Gibbetsman lui rappelait la capacité qu'elle avait vue, avant sa mort, dans une vie antérieure. Les souvenirs la troublèrent, et elle se retourna discrètement et partit. Rubenalf voulut dire quelque chose, mais la jeune fille était loin. La nuit était calme, baignée par un clair de lune éclatant. Dans le bureau du duc, Jed rendit compte de l'achèvement des négociations entre Tulle et la famille Serdi. La situation s'est résolue sans complications. Le duc Gibbetsman est intervenu à temps, a contribué à résoudre le conflit et s'est limité à émettre un avertissement. Les Serdiens, bien que fervents défenseurs de leur loup, n'aggravèrent pas la situation. Il était important de préserver leur dignité. Surtout à la lumière des nouvelles concernant les talents démontrés par le cadet, la famille Rodwick semblait presque un modèle d'harmonie. Blake, après avoir tout entendu, partageait l'avis de Jed sur le jeune homme. Il était non seulement talentueux, mais aussi fort d'esprit. Et riche, bien qu'elle fût encore une enfant, assuma son nouveau rôle avec dignité, rayonnant de sincérité et de charme. Et pourtant, le duc ne pouvait s'empêcher de penser que le chevalier devait être avec elle à ce moment-là. Jed ne trouva pas immédiatement de réponse, mais il se souvenait qu'il n'avait jamais quitté la dame et qu'il était sûr qu'elle était un génie. Sans aucune éducation formelle, la jeune fille lisait avec une facilité déconcertante. Blake acquiesça à nouveau. Si Riche entrait à l'Académie impériale, elle serait sans aucun doute première. Jed espérait en silence que le duc ne s'opposerait pas à son entrée. Sa seule préoccupation était de savoir s'il verrait ce jour. Le jeune homme reçut une lettre, soigneusement pliée, sur du papier épais, portant le sceau de Gibbetsman. On pouvait y lire. Léoba, à mon cher ami Tercadian Rodwick. Yo. S'il y avait eu un clocher sur la propriété des Rodwick, mes tympans auraient éclaté, car les cloches résonnaient dans mes oreilles toute la journée. Signé Théo termina la lecture de la dernière ligne, les mains tremblantes. Il froissa la lettre avec dégoût. Il ne comprenait pas les absurdités que le garçon avait pu inventer. La dernière fois qu'il avait entendu parler de Robin, c'était pour lui dire qu'il avait rencontré un chiot dans une boutique. Cette mention avait quelque chose de troublant, de méfiant. Peut-être qu'il s'était passé quelque chose de grave. Il décida donc d'aller trouver Tuarich et de la prévenir. Il valait mieux garder ses distances avec ce type. Mais dès qu'il ouvrit la porte, le garçon aperçut une silhouette familière dans le couloir. La petite dame venait de sortir de sa chambre. Théo ouvrit la bouche pour dire qu'il s'approchait d'elle. Mais, en le voyant, elle s'évanouit, pinça les lèvres, se couvrit la bouche et s'enfuit. Le garçon resta figé, abasourdi et confus. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé. Pourquoi elle s'était enfuie si soudainement et où elle avait disparu, telle une ombre. En la regardant, il s'enfonça dans ses pensées, incapable de trouver la réponse. Qui était cette fille étrange et incompréhensible apparue dans sa vie? Tuarich se cacha dans l'ombre du couloir, certaine d'avoir réussi à s'échapper. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et alors que le danger semblait passer, il réapparut. Théo se tenait devant elle, confus, ne comprenant pas pourquoi elle s'enfuyait. La jeune fille serrait ses mains contre sa bouche, effrayée, comme pour contenir une douleur intérieure. Il essaya de découvrir la vérité, mais Blonde tenta de se faufiler à nouveau. Le garçon lui barra le passage et lui demanda pourquoi elle l'évitait. Riche marmonna vaguement, les lèvres pincées. Le garçon se pencha plus près, essayant de déchiffrer ses paroles. Mais soudain, incapable de se retenir, elle fondit en larmes et hurla. Elle se souvint qu'il lui avait dit un jour qu'elle sentait mauvais. Théo se figea, stupéfait par ces paroles. Et la petite dame, sanglotant, continua. Jed disait qu'il avait le nez sensible. Et avant cela, lui, son petit frère, avait laissé entendre qu'elle sentait mauvais. Elle craignait que le garçon la déteste pour cette raison même. Le garçon essaya de se souvenir, confus, du moment où une telle chose avait pu lui arriver. Et finalement, ce jour lui revint en mémoire. Il avait effectivement dit quelque chose de grossier, d'irréfléchi. Dans un accès de mépris, il la compara à un cochon. Sur le moment, cela lui parut insignifiant. Sur le moment, ce fut une gifle douloureuse. Riche le regarda avec prudence. Son regard était toujours rempli d'inquiétude, mais sa voix était un peu plus calme.
Elle voulait toujours savoir, alors elle ne sentait rien. Théo secoua la tête. Tout allait bien. Mais il était encore troublé par autre chose. Elle n'avait aucune odeur. Aucune. Chaque être vivant avait sa propre odeur. Et son odorat, inhabituel, subtil et précis, ne laissait jamais à désirer. Son absence d'odorat semblait anormale. Il détestait ça, les regards compatissants des servantes, la fausse confiance, les mensonges qui tourbillonnaient comme une poussière collante. Après la mort de sa mère, tout le monde autour de lui traitait Théo comme s'il était en porcelaine. Fragile, surprotégé. Et c'était ce qu'il détestait le plus. Ce jour-là lui revenait souvent en mémoire. Sa mère était pâle et épuisée, et le petit garçon hurlait à Jed de le lâcher. Car il croyait pouvoir la sauver. Si ce pouvoir lui appartenait vraiment, il aurait dû l'aider. Mais le chevalier le serra fort, et sans lever les yeux, murmura « Qu'aucun pouvoir, aucun don ne pouvait ramener quelqu'un de l'au-delà. » Alors Théo ressentit pour la première fois la faiblesse humaine. Il avait l'impression d'être la cause de la mort de sa mère. Elle était morte parce qu'elle le portait dans son cœur. Dès lors, il décida de ne laisser personne d'autre l'approcher. Mais tout changea avec l'apparition de cette fille. Elle semblait si étrange. Théo ne sentait rien autour d'elle. Levant la main, il émit soudain un déclic. La fille hurla de douleur, sans en comprendre la raison. Il expliqua avec indifférence que son expression semblait le demander. Se retournant, il ajouta que ça ne sentait pas vraiment mauvais, donc il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il me rappela aussi ce qu'il avait dit plus tôt, à savoir qu'il était minuscule et qu'il ne grandirait pas. Riche s'indigna, affirmant qu'elle n'était pas petite du tout. Théo acquiesça, et, en rentrant dans ses appartements, trouva que Yeboah petite sœur Yu sonnait plutôt bien. Riche était assise en classe, où son professeur suggérait de commencer leur cours de savoir-vivre amusant. À côté d'elle se trouvait son fidèle compagnon, l'écureuil, toujours présent. La jeune fille écoutait attentivement, ouvrant les livres, mais la bête lui envoyait discrètement des impulsions qui la faisaient se demander à quoi tout cela servait. Selon l'escorte, malgré le respect, les paroles d'Hérodvic n'avaient d'importance que pour l'empereur. Cependant, Tuarish insista sur le fait qu'il ne valait pas la peine d'écouter aveuglément Jed. Pourtant, elle ne savait pas quand elle devrait quitter son pays natal. Elle s'efforça donc d'étudier, absorbant tout ce qu'elle pouvait. L'écureuil assis sur les pages du livre, bâilla paresseusement et dit « Léda, j'ai vécu une longue vie, et j'ai vu beaucoup de gens. Mais cette fille se démarquait vraiment des autres. Elle possédait la rare capacité de contrôler le pouvoir de l'étoile. Et pourtant, elle refusait obstinément d'admettre qu'elle était Rotium. Le petit animal tournait les pages avec mécontentement, marmonnant qu'il serait beaucoup plus facile de s'arrêter et d'obéir. Après tout, l'usage de la force ne causait plus de souffrance. Il suffisait d'admettre qui on était, et le monde s'ouvrait à nous. Célébrité, richesse, reconnaissance. Mais la fillette repoussa résolument l'écureuil du livre et lui dit froidement d'oublier. Elle préférait être libre. Le rongeur soupira avec la tristesse silencieuse d'un observateur expérimenté. Cet enfant en savait encore trop peu sur le monde, l'observant innocemment à travers le prisme de sa propre volonté.